Impressionnant de vous voir toutes et tous ici. Merci. Je voulais commencer cette soirée en vous disant merci, quoi. Donc voilà. Merci pour toujours vos soutiens sur les romans, votre soutien sur One Home, votre soutien sur les réseaux sociaux toujours. C'est pas toujours simple d'écrire des romans, surtout dans ces époques un peu compliquées. Mais voilà, c'est vous l'énergie qui me portait. Et ce soir, on va vous la rendre et on va faire globalement une grande vague bleue. Toute la soirée ce soir, elle va être en 4 parties. Une première partie sur les rêves où on va parler des rêves ensemble. Une deuxième sur ce nouveau One Home qu'on sort et le rêve qu'il y a derrière. Une troisième partie sur la clé des songes, et puis une partie collective. On va essayer d'envoyer dans l'univers une vague bleue de rêves, tous ensemble. Le mot rêve, il est souvent connoté négativement aujourd'hui, bizarrement. Quand vous êtes un rêveur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un pragmatique, et on est dans une époque où on veut des pragmatiques, le monde est en danger, et donc les rêveurs sont un peu considérés comme des bisounours ou des gens qui sont pas utiles. Alors que si vous regardez la réalité, tout ce qu'il y a autour de vous, dans le monde réel, ça a été des rêves que des gens ont accomplis. Ce micro avec lequel je parle, il y a eu une entreprise qui s'est créée, il y avait des fondateurs ou des fondatrices qui étaient derrière et qui ont voulu créer cette société de micro, cette télécommande, ces ordinateurs, ce sol, plantation. En fait, tout le réel, il est lié à des gens qui ont concrétisé leurs rêves. Et donc, la seule manière de changer le monde, c'est de réaliser nos rêves. Et ce soir, ce qu'on va essayer, c'est de s'entraider les uns les autres pour justement faire des rêves une proposition collective, et ça c'est quelque chose qui est très important. Antoine de Saint-Exupéry disait, et c'est une phrase que j'utilisais beaucoup dans La Petite Princesse, dans la vie il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. Et moi justement dans cette saga Révolution Bleue, je cherchais quelles étaient les forces en marche qu'on pouvait activer pour accélérer le mouvement de la transition, on va dire écologique et sociale. Donc dans La Petite Princesse, la force qu'il trouve, c'est la force de l'évolution et la force du cœur, de l'amour, et les rêves, c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est à la fois des fictions nocturnes, hein, tu parlais des rêves de tes filles, mais aussi des forces de transformation immenses. Et la force en marche qui va être testée dans la clé des songes, c'est d'utiliser nos rêves comme moteur de la transformation. Alors aujourd'hui, on est dans une journée très particulière et c'est un peu un hasard parce qu'au début, quand on a discuté avec Erol de la sortie de ce livre, Erol avait proposé, l'éditeur, que ça soit le 21 août. Moi, je revenais juste de vacances et puis c'était encore trop loin de la rentrée, plein de gens n'étaient pas rentrés. Et donc, je leur ai dit, tiens, est-ce qu'on peut décaler la sortie du bouquin au 28 août? Et en faisant un post il y a 2 mois pour annoncer la date de sortie du bouquin, je regarde qu'est-ce qu'il y avait le 28 août. Et en fait, c'était le jour où Martin Luther King avait fait son discours « I have a dream ». Alors, pour parler des rêves, on va écouter 1 minute de ce discours et on peut analyser ce discours. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Alors, il dure 21 minutes, hein, le discours. Mais ça, c'est la partie la plus connue. Et ce qui est intéressant, la première partie du rêve, c'est que tous les hommes soient égaux et les femmes égaux, quelles que soient en fait leurs origines et la couleur de leur peau. Donc ça, c'est un grand rêve, quoi. Et puis, il y a quelque chose de plus pragmatique, que c'est sur les collines de Géorgie, que les femmes des esclavagistes et leurs enfants puissent, enfin, les esclavagistes et leurs enfants puissent un jour dîner ensemble. Donc quelque chose de très concret. On va voir que le grand rêve et le concret, c'est important dans les rêves, si vous voulez qu'ils se réalisent. Ce qui est très intéressant dans ce rêve de I Have a Dream de Martin Luther King, c'est qu'il s'est réalisé. Donc il l'a prononcé le 28 août 63. 2 juillet 1964, le Civil Rights Act qui donnait les mêmes droits civiques à toutes les populations américaines a été voté, donc 1 an après.
il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Et puis, il y a eu le Voting Rights Act qui donne les mêmes droits de vote à tout le monde, qui a été passé en 65. Donc, très vite, en fait, ce rêve se réalise. Alors, ce rêve, il a quand même une origine. Martin Luther King, il est engagé depuis au moins 1955, mais c'est un rêve qui a eu un effet. Et donc, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait, c'est quoi le secret pour réaliser les rêves. Donc ça, on va en parler un peu plus avant. Alors, la première chose pour réaliser un rêve, c'est que le rêve et le rêveur vont ensemble. C'est-à-dire que Martin Luther King était la bonne personne pour formuler ce rêve, et ce rêve, il a trouvé la bonne personne pour se réaliser en lui. Ça marche ensemble. Moi, par exemple, je n'aurais pas pu formuler ce rêve et le porter parce que je ne suis pas la bonne personne. Et chacun d'entre nous, on a une vibration particulière, et il y a des rêves qu'on peut capter et réaliser, il y en a d'autres qu'on ne peut pas capter et réaliser. Donc il faut bien avoir en tête ça, ce lien entre le rêveur et le rêve, quoi. Et Martin Luther King, en fait, il a grandi. Qu'est-ce qui fait qu'il était à même de réaliser ce rêve? C'est qu'il a grandi dans une famille donc religieuse. Très jeune, il a été, on va dire, victime du racisme. Son meilleur ami était blanc, et les parents de son meilleur ami ont plus voulu qu'il se voie. Et pour lui, ça a été vraiment une blessure immense de se dire « mais pourquoi je ne peux pas jouer avec lui ?» Il a eu la chance aussi, après, dans ses études en philosophie, de croiser la pensée de Gandhi. Donc tout ce qu'il a fait, c'était basé sur la non-violence. Et puis, il a développé des facultés exceptionnelles d'orateur. Il a été propulsé à l'âge à peu près de 25 ans, 26 ans, quand Rosa Parks a été, il y a eu cet épisode du bus de Montgomery, et il a été propulsé à la tête du mouvement des droits civiques à 26 ans. Et puis c'était quelqu'un, Martin Luther King, pour ses idées, il était capable d'aller en prison ou même de mourir. D'ailleurs, il est mort assassiné, quoi. C'était pas ce qu'on lui souhaite, mais c'est quelqu'un qui était un jusqu'au boutiste, un obstiné. Et vous allez voir que ça, c'est des choses qui sont importantes pour réaliser ses rêves. Donc, Martin Luther King, par sa vie, par qui il a une certaine vibration. Ça, c'est des images qu'on appelle la cymatique. Quand on met du sable à vibrer avec certaines fréquences, il prend certaines formes. Et tous, en nous, on a une vibration particulière. Et donc, dans cette salle, c'est une citation de Miro qui disait « Le bleu est la couleur des rêves ». Donc, si vous avez un rêve en vous, vous avez... Dans cette salle, il y a 50 nuances de rêves. C'est pour ça que vous avez reçu des cartes bleues dans vos enveloppes qui n'ont pas la même couleur. Et tous, vous avez une petite vibration. Et la question, si on veut arriver à changer le monde ensemble, c'est d'exprimer cette vibration, ces talents. Alors moi, par exemple, si je devais me définir, ce qui me définit en tant que personne, il n'y a pas grand-chose en fait qui me définit. C'est le fait que je sois né à Nice dans le bleu. Il y a la famille dans laquelle je suis né, une famille qui avait des bons côtés et des complexités comme d'autres familles. J'avais donc des parents et des frères et des sœurs avec qui voilà, on a constitué un écosystème relationnel et qui nous définit toute notre vie. Moi, je suis un fan des animaux, mais surtout stressé par les animaux disparus depuis que je suis tout petit. Ma sœur pourra attester, j'avais une fascination pour les pandas toute ma vie. Et cette fascination pour les protéger, c'est vraiment quelque chose qui était à la base de mon engagement écologique. Et puis, j'avais une peur bleue de la bombe atomique quand j'étais petit. On avait même discuté avec mon père pour faire construire un abieri anti-atomique dans le jardin, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Mais c'était quelque chose où je me disais, la guerre, c'est quelque chose qui me fait peur. Et quand je serai grand, j'aimerais pouvoir aider les animaux et aider à ce qui n'est pas la guerre, quoi. Et puis, en fait, tout ce que j'ai fait par la suite dans ma vie, c'est des petites harmoniques supplémentaires qui sont racontées. Alors moi, dans mes trucs, j'adore les dessins animés et Goldorak, et il y a quelque chose de très Goldorak dans Siècle bleu ou dans Révolution bleue. Je suis un fan des mathématiques, un fan d'électro, un fan du projet Biosphère 2, on en parlera, et du Bleu d'Yves Klein et du Petit Prince. Ça, c'est d'autres harmoniques, mais les harmoniques principales, c'est l'enfance, c'est ce qui vous détermine. Et si vous prenez ces déterminants-là, en fait, vous pouvez écrire Siècle bleu vous-même, parce que, en fait, tout est dans ces choses-là, et ces livres sont une forme d'expression de mes rêves. Commencez à réfléchir, parce qu'il va falloir vous réfléchir pendant la soirée pour formuler un peu votre rêve à vous, à qui vous êtes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous définit profondément et quel serait le grand rêve que vous aimeriez réaliser ou que vous aimeriez servir. Alors, une des raisons donc, pour lesquelles Martin Luther King ça a marché, c'est qu'il était complètement légitime pour formuler ce rêve et le réaliser, mais surtout, il avait un très fort sens tactique, stratégique même. Il y a cette phrase qui est très connue qui dit « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui veulent la guerre ». Et du coup, il faut formuler un grand rêve qui inspire tout le monde, mais il faut arriver à le décliner en objectifs pour faire des pas concrets.
Donc, je vous ai mis une sorte de 10 commandements, parce que pour écrire ce livre, j'ai beaucoup regardé comment les rêveurs réalisent leurs rêves. Qu'est-ce qui fait qu'un rêve peut arriver à se réaliser? La première chose, c'est qu'il faut formuler un objectif précis au service de plus grand que soi. La deuxième, c'est de visualiser clairement c'est quoi le succès accompli. Et de vérifier que si ce succès est accompli, qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça nourrit une colère en vous ou quelque chose vraiment pour le monde? Que votre motivation soit ancrée dans le cœur et l'humilité plutôt que l'ego. La quatrième, il faut une analyse fine des fortes en présence, parce que si vous voulez réaliser votre rêve, ça va gêner des gens et il va falloir donc arriver à bien analyser qui vous allez gêner pour avoir une tactique qui fonctionne. Le cinquième, c'est d'avoir un plan d'action qui ne soit pas lié au premier pas. Le premier pas, il est important, mais guidé par le dernier pas, c'est-à-dire la victoire finale par rétropropagation. Et il y a un activiste qui s'appelle Aaron Swartz qui a écrit un texte sur Internet qui s'appelle Theory of Change, où il explique que, par exemple, faire une pétition, c'est pas utile, c'est bien, mais si vous ne dites pas comment elle peut aller jusqu'au bout pour changer quelque chose dans une loi, etc., c'est difficile et vous risquez finalement d'être frustré si vous ne partez pas du résultat et si vous n'êtes pas obsédé par cette notion de résultat. Ensuite, si vous voulez réaliser votre rêve, il faut garder la vision, accepter l'inconnu parce qu'il ne se passe jamais ce qui devrait se passer, lâcher les prises, adapter le chemin et le plan que vous avez bâti et croire en la magie parce que la magie, elle va venir vous aider à des moments dans votre rêve. Ensuite, il faut trouver des alliés. Les grands rêves, ils ne s'accomplissent jamais seuls. On en parlera ce soir. Demandez de l'aide aussi parce que sans les autres, votre plan sera incomplet et vous épuiserez. Donc c'est important de demander de l'aide. Il ne faut pas tergiverser non plus trop longtemps. La plupart des rêveurs disent bon, il y a un moment, il faut commencer avant d'être totalement prêt, parce que sinon on va mourir et on n'aura pas commencé à essayer de réaliser son rêve. Et le dernier point, c'est que les rêves, ça prend du temps et que parfois, pour qu'ils se réalisent, il faut des conditions historiques particulières. Il faut savoir les saisir. Les Grecs appelaient ça le kairos. Et ce kairos, en fait, c'est on va dire un peu de l'esprit du temps. Et il y a un moment où vous dites là, il faut donner toutes les forces parce que je vais pouvoir aller au bout de mon rêve. Donc, il y a d'autres choses qui sont importantes pour le rêve, c'est le dévouement total, une sorte de foi ou de ténacité jusqu'au bout. Et puis ça, c'est un conseil que m'avait donné John Allen, qui était le fondateur de Biosphère 2. Alors, si vous avez lu Siècle bleu et La petite princesse, vous savez ce que c'est Biosphère 2, mais pour les autres, c'est un projet écologique au milieu du désert d'Arizona, où ils ont reconstruit en miniature une biosphère et dans lequel ils ont fait des expériences. Et lui, ce projet qui était complètement fou, il disait « Dream, no small dream », c'est-à-dire ce qu'il disait « Petit rêve, pas de problème ». Moyen rêve, beaucoup de problèmes. Grand rêve, pas de problème. C'est-à-dire que plus vous rêvez grand, ça demande un peu d'audace et de se lancer dans le vertige. Mais en général, c'est plus facile de réaliser un grand rêve qu'un moyen rêve. Des éléments du rêve de la Révolution bleue, ça a mis plus de 30 ans à s'assembler ce rêve. Et donc, je vais vous partager des choses que je n'ai jamais partagées sur des éléments de ma vie, mais qui, j'espère, feront écho à des événements dans vos vies aussi pour vous aider à accomplir vos rêves. Alors, le rêve de la Révolution bleue, il démarre à Barcelone. Il n'y a eu aucune panne de centrale nucléaire. Le seul truc qui est tombé en panne, c'est la machine à carte bleue du bar dans lequel on était. Du coup, on n'a pas payé, quoi. Donc, le matin, je me suis dit, mais en voyant le soleil se lever à Barcelone, je me suis dit, mais le soleil, le fait qu'on soit le 31 décembre 99 sur notre petite planète, il ne sait même pas quel jour on est. Lui, il est là depuis 4,5 milliards d'années. Il nous donne tout son amour. Et moi, j'ai pris mes peurs trop au sérieux. Et c'était donc le 1er janvier 2000, le début du 21e siècle. Je me suis dit, c'est le moment d'arrêter de vivre avec mes peurs et de réaliser mes rêves parce que c'est le seul truc que je peux faire et commenter mes peurs, ça ne sert à rien. Donc je me suis fait un serment à moi-même d'essayer de réaliser mes rêves. Et donc ce rêve, c'est le cauchemar à éviter. Le cauchemar, c'est qu'on soit dans un siècle noir, c'est-à-dire un siècle qui soit peut-être le dernier de l'humanité. Et l'autre rêve, c'est de se dire, il pourrait y avoir une narration alternative du 21e siècle qui soit le siècle bleu. Cette couleur bleue, c'est la couleur de la Terre vue depuis l'espace. Et pourquoi siècle bleu? C'est parce que
si on réussit à faire la transformation de l'économie et de l'organisation humaine, peut-être que dans 1000 ans ou dans 2000 ans, dans les livres d'histoire, ils parleront du siècle bleu, qui est le siècle où l'humanité a tout changé. Et c'est une fierté d'être dans ce siècle-là. Et je me suis dit, je vais essayer de raconter ce siècle alternatif qui ressemble un peu au nôtre, parce que je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir le faire, à condition qu'on réalise un certain nombre de rêves. Vincent van Gogh a écrit « Je rêve mes peintures et puis je peins mes rêves ». J'avais vu ça, je me suis dit « Tiens, ça c'est chouette ». Et quand on regarde par exemple La Nuit étoilée, effectivement on dirait un rêve qui a été peint. Et alors moi je ne sais pas peindre, mais j'avais une passion pour les romans et j'avais eu la chance à la fin des années 90 de travailler avec Bernard Werber sur un projet avec Georges qui est là, où on avait créé un site pour décliner en fait dans la réalité un élément qui était dans son roman, qui s'appelait La Révolution des fourmis. Donc j'étais déjà dans les révolutions à cette époque. Et on avait créé une des plus grosses communautés sur Internet à l'époque, c'était en 1996. Et ça m'avait montré que la réalité et la fiction, puisque en fait nous on a rendu réel quelque chose qui était décrit dans un roman, l'intersection était poreuse. Et je me disais, tiens, si je voudrais peindre mon rêve, je vais écrire un roman dans lequel je vais raconter qu'est-ce que c'est ce siècle bleu. Donc je me suis mis à écrire à partir du 1er janvier 2000 à peu près. Et ça m'a pris 7 ans pour l'écrire, 2-3 ans pour trouver un éditeur, et puis après pour publier. Donc il y a eu le premier tome en 2010, puis 2012, puis après ça a été republié plusieurs fois chez différents éditeurs Siècle Bleu, mais c'est des livres, voilà, moi que j'avais fini d'écrire en 2007, donc il y a 18 ans maintenant. Et au cœur, en fait, de ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Paul Garner, qui est bloqué sur la Lune, comme l'expliquait David Joly tout à l'heure, et qui rêve en voyant la Terre depuis l'espace, depuis son promontoire lunaire. Et en fait, il a 2 rêves. Le premier, c'est que tout le monde tombe amoureux de la Terre comme lui, en voyant la Terre depuis l'espace. Et le deuxième, c'est qu'on réussisse la Révolution bleue, qui est le processus par lequel l'humanité arrive à se métamorphoser pour vivre au sein des limites planétaires. Et dans ce livre, il n'y a pas que ce personnage, il y a Paul, il y a Abel et Lucie, et qui ont adopté une petite Janie. Donc Paul, c'est le rêveur, Abel, c'est le chaman, l'intuitif, mais aussi assez tacticien. Lucie, c'est la stratège, mais c'est celle qui doute un peu de la magie du monde. Et Janie, c'est celle qui a un cœur immense et qui est complètement connectée à son rêve et qui est, on va dire, le catalyseur de cette révolution bleue. Donc, le premier rêve de Paul Garner, qui était ce rêve d'Overview Effect, alors il a une origine qui était avant Siècle Bleu, qui était en 96, quand moi j'avais fini mes études. Un copain qui était à l'époque d'école, donc Michael Bocara, il m'offre un livre, lui il bossait à l'aérospatiale à l'époque, qui s'appelle Clair de Terre, dans lequel il y a des paroles d'astronautes qui sont absolument merveilleuses, et en creusant pourquoi ils ont écrit des choses aussi belles sur la Terre, c'est là où j'apprends qu'il y a cet overview effect qui a été... donc ce livre, il avait été écrit par un monsieur qui s'appelle Kevin Kelly, j'en reparlerai après, c'est pour ça que je vous le cite. Et l'overview effect, c'est un concept qui a été développé par un chercheur d'Harvard qui s'appelle Frank White, et qui a en gros interviewé une centaine d'astronautes, et ces astronautes ont tous dit qu'ils sont tombés amoureux de la Terre, et que pour permettre de tomber amoureux de la Terre, il faut de l'apesanteur, il faut que la Terre tourne de manière lancinante, il faut de la peur et du silence, quoi. Et avec Michael, on s'est dit qu'on va peut-être réussir à simuler cet overview effect. Donc on a commencé à travailler là-dessus, et en réfléchissant à comment simuler cet overview effect, moi je me disais que ce rêve de Paul Garner, en fait c'était un rêve plus profond, qui était peut-être le rêve de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, elle est basée au milieu de l'univers, enfin dans notre petit coin d'univers depuis 4,5 milliards d'années. Selon James Lovelock, la Terre serait un être vivant, et si la Terre est un être vivant, en fait c'est un être vivant qui ne s'est jamais vu. Et donc ce rêve qu'on a de montrer la Terre, c'est un rêve parce qu'on est des cellules de la Terre, peut-être de la Terre de se voir elle-même. Et quand il y a eu cette image qui s'appelle Blue Marble pour la première fois qui a été prise, c'était la première fois où la Terre se voyait en entier. Vous imaginez, c'est comme si vous étiez en prison pendant 4,5 milliards d'années et que vous arriviez à vous construire un miroir pour voir à quoi vous ressemblez. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Donc pour moi, c'est un rêve qui est beaucoup plus profond que le rêve de Paul Garner ou le mien. C'est quelque chose qui date de 4,5 milliards d'années, qui est le fait de se regarder soi-même, de se doter d'une conscience de soi. Et ce rêve, il a été formulé pour la première fois en faisant des recherches par Socrate dans Phédon. Il a formulé le rêve que justement le jour où on arriverait à voir la Terre depuis l'espace, ça changerait tout sur notre rapport à la Terre. Et donc on est tous
tous les gens qui ont œuvré pour ce projet depuis 2500 ans sont des descendants de ce rêve de Socrate. Il y a peut-être eu des gens avant lui, mais c'est le premier à avoir parlé de ça, de la nécessité de vaincre la gravité pour pouvoir observer la Terre et changer de regard. Ce rêve de la Terre, à l'époque, quand moi je regardais, je me disais, si on veut faire Blue Marble animé, il faut arriver à ce qu'on mette un satellite au point de Lagrange L1, qui est le seul endroit où les forces de gravitation de la Terre et du Soleil s'annulent. Et ce point, il est à 1 500 000 km. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans. Je n'avais pas du tout les moyens de construire un satellite qui aille à 1,5 million de kilomètres. Mais ce qui est bien, c'est que les rêves, et ça, c'est toute la croyance que je développe dans la clé des songes, c'est que les rêves communiquent. Et au moment où je réfléchissais à ça, il y a une autre personne qui a eu le même rêve. C'est Al Gore, qui était vice-président des États-Unis. Et lui, il avait les budgets, et donc il a chargé la NASA de construire un satellite pour qu'il aille au point de Lagrange L1. Donc ça, c'était en mars 1998, et il était pressé parce qu'il voulait faire ça avant la fin de l'année 2000. Donc moi, j'étais ravi parce qu'on allait avoir le fameux satellite qui allait nous donner ces images. Et alors ça, c'est une image qui est rigolote, c'est que Al Gore était à Paris il y a 6 mois maintenant, ou 4 mois, et j'ai réussi à le voir pour la première fois. Alors, je remercie Cédric et Marion, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce temps avec lui à la mairie de Paris. Mais c'était incroyable, et je lui ai amené les specs du satellite d'il y a 28 ans. Et il savait que le projet One Home existait, il savait ce qu'on faisait. D'ailleurs, nous, on lui fabrique des vidéos pour toutes ses conférences, mais c'était la première fois où je le rencontrais. Et il s'est dit, lui, il est encore plus fou que moi, quoi. Donc, voilà. Mais c'était marrant. Alors, en 98, il y a eu ça. Et moi, j'étais très lié à ce projet Biosphère 2. À l'époque, moi, j'étais chercheur en maths à Chicago. Et je ne sais pas pourquoi, je me disais, il faut que j'aille à Biosphère 2 parce qu'il y a une info qui m'attend là-bas. Donc, je vais avec mon frère à Biosphère 2, en Arizona, donc visiter cette serre. Et moi, je m'attendais à trouver une espèce de jungle luxuriant. Et là, je trouve une biosphère complètement à l'abandon, morte. Il y avait un océan avec des coraux, tous les coraux blanchis. Tout était mort, et mon frère il me disait, mais pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici? Je dis, je ne sais pas, le projet était complètement à l'abandon. Et pendant cette nuit en Arizona, on était avec mon frère et un copain, eux vont se coucher, moi je regarde cette serre au milieu du désert, tout illuminé, et cette nuit-là, je fais un rêve, et j'entends une espèce de petite voix qui me dit, ils ont tué Biosphère 2, maintenant ils vont tuer Biosphère 1. Et en me renseignant sur ce projet, je me suis aperçu que celui qui a tué le rêve de John Allen, qui était le fondateur de Biosphère 2, c'était un nouveau gars qui avait pris la gestion de Biosphère 2, qui était Steve Bannon. Et à l'époque, Steve Bannon, je parle donc là en 1999, il y a 26 ans, donc personne ne savait qui c'était, quoi. Et celui qui a tué Biosphère 2, c'est lui, et c'est lui qui est en train d'unir toutes les forces d'extrême droite en Europe. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui s'organisent pour tuer les rêves. Donc moi, j'appelle ça les Dream Killers. Et ces Dream Killers, quand vous avez des rêveurs, il y a toujours des gens qui viennent pour vous tuer vos rêves, quoi. Donc moi, au début, ça m'énervait beaucoup. Et vous allez voir petit à petit, la philosophie que j'ai développée, c'est de se dire qu'en fait, ces gens-là, leur rôle, ils ne sont pas là que pour vous tuer vos rêves, ils sont là pour vous aider à rehausser vos rêves, quoi. Et voilà. Mais ces Dream Killers, ils se manifestent. Et dans le projet avec Al Gore, on l'a vu, puisque le projet de satellite a été annulé par Bush. Et donc, il a fallu attendre 12 ans pour que ce rêve se réalise. Alors moi, entre-temps, j'ai écrit des romans. Donc, j'ai fini ce que je voulais faire, d'écrire ces romans. Et dans ce roman, notamment à la fin du tome 2 de Siècle Bleu, je mets cette phrase où je rêve que ce satellite que Bush avait arrêté parte dans l'espace. Je dis, une sonde pourrait s'y maintenir en position stationnaire sans dépenser trop d'énergie et filmer constamment la Terre entièrement illuminée. Ces images du visage de Gaïa auraient le pouvoir de changer le monde durablement. Et 1 an après la publication de La Clé des songes, j'apprends que le satellite va partir dans un autre satellite de l'US Air Force, et c'est Obama avec Al Gore qui ont réussi à remplacer un sac de sable par cette caméra. Et les républicains ne savaient même pas, qui avaient repris le Congrès à l'époque sous Obama, ne savaient pas que ce satellite est parti. Et donc, en 2015, ce satellite est parti. Et paradoxalement, c'est Elon Musk qui l'avait envoyé à l'époque. Donc, comme quoi, on croise
les gens changent dans le temps. Le satellite est parti, et donc depuis 2015, on a les images pour faire ce projet. Et donc avec Mickaël, avec qui on a ce rêve depuis longtemps, c'est vraiment lui qui a conçu l'algorithme de Blueturn au départ, qui permettait d'animer ces images de la Terre. Il y a eu un TEDx qui a propulsé ce projet. Stéphane Roger, l'organisateur du TEDx Voyager Road, n'a pas pu venir ce soir, mais je tenais à le remercier parce que ça a été un acte fondateur, cette chose-là. Vous pouvez retrouver la vidéo sur mon site, jpgoup.com. Et puis, sur le site, il y a aussi d'autres vidéos où je raconte tout ce qui s'est passé par la suite. Et notamment, quand on a fait ce projet Blueturn, donc vers 2017-2018, il y a eu des centaines de milliers de téléchargements de l'appli. Mais on avait des problèmes, c'est qu'on n'avait pas les droits sur les musiques qu'on utilisait. Donc là, on était vraiment en illégalité. Et puis surtout, tout le monde regardait la Terre sur son portable, alors que nous, ce qu'on voulait faire, c'était des grands événements planétaires, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait refaire complètement l'expérience de manière plus artistique, plus design, plus musicale, pour faire une phase 2 de Blueturn. Et c'est là où ma route croise celle de Kim. Donc Kim, tu peux te lever pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà. Et ça fait partie, voilà, de ces rencontres de la vie extraordinaire. Et moi, Kim, je l'avais rencontré à l'Institut des Futurs Souhaitables. Il avait suivi la formation. Et puis, je jouais toujours de la musique dans les soirées de l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc, moi, je pensais qu'il était musicien. Mais je lui dis, non, mais tu sais, nous, il nous faudrait un designer. Il me dit, mais je suis designer. Je dis, mais il n'est pas designer. Il fait de la musique. Il fait très bien de la musique. Et puis, je dis, écoute, je voudrais voir ce que tu fais. Donc, il était quand même le responsable du design de chez Air Liquide. Donc, je suis allé dans ses bureaux. Et là, j'ai halluciné. Il avait une équipe de 25 personnes. Là, je me suis dit, ouais, il est vraiment designer, quoi. Et puis, on a fait une soirée où on a bu beaucoup d'alcool, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'est née l'idée de One Home avec Kim. Et donc, ça, c'était 98, 99, avec l'idée de faire une expérience que les gens puissent partager en groupe et que des millions de personnes puissent voir One Home à travers le monde et voir la Terre et avoir cet overview effect. Voilà. Donc, ça tombait bien parce que tous les deux, on a quitté notre job fin 99 et on a lancé ce projet 2019, pardon. 2019, je confonds les années. Tu étais au lycée, ouais. Donc, on voulait organiser des événements comme ce soir, sauf qu'il y a eu le Covid, et donc tous les gens étaient chez eux. Donc, on a lancé One Home en plein Covid pour les 50 ans du Jour de la Terre. C'était la date qu'on voulait faire, le 22 avril 2020. Donc, on a tenu les délais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est onehome.org. On l'a lancé et on a fait plein de choses dans ce projet, notamment des vidéos avec des personnalités inspirantes pour que ça puisse être montré dans des écoles, dans des entreprises, dans des soirées, en ouverture de conférences. Donc récemment, on a fait une vidéo que vous pouvez voir avec Jane Goodall, on a fait une avec le grand Satish Kumar, avec Yael Naïm, avec l'astronaute Jean-François Clairvoy, avec John Allen, le fondateur de Biosphère 2, avec Hélène Courtois, l'astrophysicienne française, et puis avec François Tadei, je ne sais pas s'il est là, François, voilà, qui est... il est dehors, c'est dommage, on parle de lui. Faites-lui des signes. Voilà, qui a un concept de planétisène qui est très lié aussi à Homo Biosphéris. Donc on a fait toutes ces vidéos. Et puis il y a eu aussi des projections un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une projection qui est intéressante. On l'a faite avec l'Institut des Futurs Souhaitables à Delft. Et donc c'était un soir qui était magique, où on était tous ensemble à regarder la Terre à Delft. Et à un moment, est-ce que Yacine est là? Ouais, Yacine est là. Yacine, il me tape dans le pied pendant la projection. Il me sort son portable, il me dit « Regarde ce qu'il y a ». Il avait une appli qui te donne la position de la Station spatiale internationale. Elle me dit « Elle va passer au-dessus de nos têtes dans 30 secondes ». Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Et il y avait des nuages, quoi. Les nuages se séparent, on voit passer la Station spatiale internationale, pile au moment où on était en train de regarder la Terre. Et là, moi, je pense à un truc, en fait, c'est que Delft, on est à côté du sanctuaire de Delft. C'est là où Socrate aller rencontrer la Pythie, et c'est là où certainement il a eu son rêve de voir la Terre. Et pour moi, le passage de la station internationale, c'était Socrate qui nous disait « Merci d'avoir réalisé mon rêve ». Voilà. Mais c'était voilà, une projection absolument mémorable pour tous celles et ceux qui étaient là. Je crois que Fred Bardot doit être là aussi, il y était. Donc, bon. Alors, si on fait le bilan de cette première phase de One Home, il y a eu des millions de vues.
des milliers de projections partout sans que personne le sache. Donc moi, je croise toujours des gens qui me disent « Tiens, j'étais au Japon, j'ai vu les images », mais comme nous, on ne demande pas aux gens de nous dire qu'est-ce qu'ils en ont fait, bah, tout ça, ça se fédère pas. On a des utilisateurs qui hésitent sur comment organiser un événement. On a beaucoup de gens qui connaissent qu'une ou deux de nos vidéos, mais qui n'ont pas regardé les autres vidéos. On a des milliers d'abonnés à notre newsletter, et pour l'instant, on n'a jamais envoyé un mail à ces gens-là, quoi. Mais parce qu'on attendait, voilà, on a l'absence d'un défi commun clair et pas de communauté fédérée. Des équipes et des moyens sous-dimensionnés, on l'a bien vu ces derniers jours où là, je pense qu'on a mis nos épouses, nos enfants, ados, enfin bon, c'était, voilà, ben, merci encore. Et pourtant, on a des bonnes volontés partout autour de ce projet et donc on s'est dit que c'était le moment de les activer. Alors, on avait quand même depuis 3 ans, parce que ces remarques, elles sont là, un projet justement pour faire que One Home soit connu dans le monde entier, qui était de faire un film documentaire sur l'aventure que je viens de vous raconter. Et en fait, ce film documentaire, moi, ça fait même 5 ans que je travaille dessus. Alors, les producteurs n'ont pas pu venir ce soir, malheureusement, mais c'est un projet qui s'appelait Mission One, et pour lequel on a travaillé pendant 3 ans avec un réalisateur à New York qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire, avec son frère, comment il s'appelle, Michael Giacchino, qui a eu l'Oscar pour Lao, vous savez, pour le film, c'est lui qui avait fait la musique. Et puis, on a réussi à faire rentrer dans le projet, il y a 1 an et demi, Bad Robot, qui était la boîte de J.J. Abrams. Donc, J.J. Abrams devait être coproducteur de ce film. Netflix aux US devait être le diffuseur. Et puis, il y a 1 an et demi, je ne sais pas si c'est les Dream Killers ou autre chose, mais tout s'est effondré à cause de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève des scénaristes à cause de l'IA et le scénariste s'est arrêté. Et J.J. Abrams étant lui-même scénariste, il a dit à ses équipes de scénaristes, vous posez les crayons. Puis après, il y a eu une grève des acteurs secondaires. Et en fait, les producteurs portaient des frais financiers de projets qui ne se faisaient pas. Et Bad Robot a dû licencier la moitié de ses équipes. Et donc, ils ont arrêté le projet et donc, ils ont arrêté notre projet. Alors, c'est pas fini parce que il pourrait ressurgir ce projet, mais voilà, je voulais mentionner qu'on n'avait pas rien fait avec ça et on s'était dit si le projet se fait, on refera One Home. Et il y a à peu près 6 mois, 1 an, on s'est dit bon, bah, maintenant que le film se fait pas, il faut faire autre chose pour que ce projet soit connu dans le monde entier. Et c'est là où est arrivée la suite. Et en fait, moi, je vois ce moment, je pense que de mon côté, j'avais besoin d'écrire la Révolution bleue parce qu'il y a beaucoup d'inspiration dans ce qu'on a fait par la suite, qui viennent de la Révolution bleue. Et justement, l'intention, en fait, derrière ce livre, elle vient de la scène de la petite princesse. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est comment réunir, en fait, un peu l'égrégore, l'énergie de One Home avec celle de la Révolution bleue pour faire une grande utopie. Donc, c'est tiré, en fait, la vision du premier chapitre de la petite princesse, où Paul Garner, il est bloqué sur la Lune, et il ne sait pas si les humains l'entendent. Et petit à petit, il voit des lumières qui apparaissent partout sur la Terre. Et en fait, elles dessinent des grands sourires. Et là, il se rend compte que toute l'humanité est en lien avec lui et il devient l'homme le plus heureux du monde parce qu'il est sur le point de mourir, mais il voit l'humanité dans ce qu'elle fait de plus beau. Donc ça, c'est un passage où Paul demeura ainsi, assis sur la Lune, radieux et immobile, à sangloter face à la Terre. Il regardait les continents défiler et s'illuminer chacun à leur tour. Ces 12 heures lui permettraient de contempler toute la Terre et toute l'humanité. L'astronaute n'en revenait toujours pas. Combien était-il derrière ces lumières, derrière ce nous? Des millions, des centaines de millions, des milliards? Le cœur immense de Paul se gorgeait progressivement de l'amour de chacun de ces humains. Lorsqu'ils étaient unis par le cœur, les sapiens étaient capables du meilleur. Par cet acte d'amour planétaire, Paul Garner assistait en direct aux premières contractions précédant la naissance d'Homo Bioceris. Et donc, c'est autour de cette vision d'une Terre qui s'illumine. Et donc, notre rêve, parce qu'on formule ce soir notre rêve, vous allez en formuler vous aussi, c'est d'illuminer la Terre par l'amour de l'humanité. Pas mal, non ? Donc, notre objectif, parce qu'il faut un objectif, c'est de mobiliser, de fédérer une communauté qui projette One Home dans 100 pays avant fin 2025. Voilà. Bah, il faut que ça soit ambitieux. Hein. Dream, no small dream. Hein, tu vois. Pour réaliser ce rêve, on a une équipe de rêve. Donc, je vais faire venir l'équipe. Donc, Kim, si tu veux. Viens. Marie. Donc, Kim qui s'occupe
du design, de l'aspect artistique et aussi de penser la partie tech. Marie, qui s'occupe de la partie admin légale et qui était la juriste avec qui je travaillais avant pendant des années et des années. Donc on essaie que ça soit une histoire de copains aussi. Georges, qui est webmaster, qui s'occupe des vidéos et de toute une série de choses, et avec qui je travaillais sur le site de la Révolution Bleue il y a 30 ans avec Bernard Werber. Et puis Pierre Bonin, qui nous a rejoint là il y a 6 mois, et qui est le développeur magicien. J'ai mis Wizard Developer, mais c'est bien ça qui a conçu cette nouvelle expérience. Et franchement, j'ai travaillé avec beaucoup de développeurs dans ma vie, j'ai jamais vu ça. Voilà. Merci voilà, à tous. Alors, je vais vous laisser... Alors, on a aussi un comité d'experts derrière One Home. On n'a jamais parlé en fait de ce comité d'experts, mais là aussi on a une Dream Team. On a Frank White qui est l'inventeur de l'Overview Effect. On a Kevin Kelly qui a écrit Clair de Terre. On a Jean-François Clairvoy, l'astronaute, qui était en fait le premier astronaute que j'ai rencontré pour qu'il valide ce que j'écrivais dans Siècle Bleu, parce que je voulais qu'un astronaute valide. On a Abigail Halling, qui est en fait une des membres de Biosphère 2. On a Leïna Sato, qui est une apnéiste ambassadeur des dauphins, et Yacine Aïtkassi ici, avec son personnage Elix, qui est l'ambassadeur digital des Nations Unies. Donc tout ça, c'est l'équipe One Home que je voulais remercier ce soir. Le nouveau site One Home qui est en ligne depuis hier soir. Oui, depuis hier soir tard. Ouais. Alors, ça se voit et en même temps, il y a plein de choses qui ne se voient pas, mais c'est surtout peut-être les choses qui ne se voient pas qui sont les plus importantes. On a tout refondu. Je vais pas faire le technicien, surtout que le développeur est juste en face de moi. Le plus important pour nous, c'est évidemment, comment dire, donc j'ai pas du tout utilisé les mots que tu m'as donné, chérie. Mais le plus important pour nous, c'était rendre évidemment le site toujours plus simple d'utilisation, plus explicite. Le cœur de onehome.org, c'est toujours évidemment de vous donner, puisque ces vidéos, ces images vous appartiennent, c'est de vous donner accès non seulement aux vidéos de One Home, mais aux vidéos de la Terre en général. Le défi derrière, le rêve, il est quand même assez dingue, parce que quand vous y pensez, il y a très peu d'humains sur la planète qui ont vu leur propre planète. Et c'est faciliter cette expérience. Si tu vas au niveau des vidéos, Jean-Pierre, on retrouve finalement le concept d'avoir des petites cartes que vous pouvez ouvrir facilement. Tu peux en ouvrir une. Ouais, on les a, voilà. Donc par exemple, si on ouvre celle de Yael Naïm, c'est comme un petit Netflix, vous pouvez regarder. C'est ça. Et évidemment, surtout de les télécharger ou évidemment de les partager, de copier l'URL pour pouvoir les envoyer à qui bon vous semble. Les télécharger, d'ailleurs, je passe un petit message. Oui, vous avez le droit de les télécharger. Oui, vous avez le droit de les utiliser. Ce sont vos images. On a souvent cette question, est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Mais mon Dieu, vous n'avez même pas besoin de nous le demander. Sauf si, évidemment, vous utilisez ces images à mauvais escient pour faire de la pub pour je ne sais quoi qui ne ferait pas trop du bien à l'humanité et au reste du vivant. Ensuite, alors je vais peut-être pas parler de la dernière section, hein, Jean-Pierre. En fait, le plus important... Ouais, le plus important, c'est ce qui permet d'accompagner le défi. Voilà, accompagner le défi et de réaliser cette révolution bleue, c'est la carte de toutes les sessions One Home qui ont été faites dans le monde. Aujourd'hui, nous, on n'a pu rentrer que les sessions qu'on connaît, dont on connaît l'existence. À vous maintenant, finalement, c'est le pouvoir est dans vos mains. Faites-le savoir si vous montrez la Terre à plus de 10 personnes. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ça a été exposé dans 17 pays différents, qu'il y a environ 1,9 million de personnes qui ont vu leur planète ou qui l'ont entreaperçu, et que tout ça s'est fait en 38 événements. 1,9 million de personnes atteintes en 38 événements. Et là, par exemple, donc vous pouvez cliquer sur cette carte sur n'importe quel des points. Donc, il y a une animation géniale que Pierre a faite. Donc, par exemple, ça, c'était une projection qui avait eu lieu sur The Bridge, au milieu de l'océan Atlantique. Alors, il y en a des très marrantes, par exemple. Vous en avez une. Alors, vous dites, tiens, c'est quoi ce petit point là, bleu au milieu de... C'est pas facile de tenir le micro. Ça, c'était à Tahiti, alors la Convention des entreprises pour le climat.
et vous pourrez regarder tous ces points. Comme quoi, ce défi n'est pas si infaisable que ça. Et en fait, il y en a beaucoup plus. Moi, j'en ai des centaines que j'ai répertoriés de gens, mais je voulais pas mettre. Je voulais que les gens justement rentrent les événements qu'ils ont fait par le passé, et on va enfin envoyer un mail à cette mailing list. Voilà. Et oui, et puis évidemment, vous verrez les premiers événements sur cette carte. Il y a évidemment un énorme tropisme pour la France. Il ne tient qu'à vous aussi. Je pense qu'à l'heure de l'heureuse ou de la malheureuse, mais de l'heureuse, on va dire que de l'heureuse mondialisation, vous avez tous des amis, des connexions, de la famille dans des pays autres que la France, dans des continents autres que l'Europe, sur des îles au milieu de l'eau, peut-être sous l'eau, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut nous aider, et je pense qu'on va pouvoir atteindre ces 100 pays d'ici 2025 et couvrir finalement cette bonne vieille terre de plein de petits points bleus. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est vraiment partir de la vision finale, de se dire, imaginez qu'on ait des points partout, au Nigeria, en Russie, en Chine, et qu'on voit tout l'amour de l'humanité pour la Terre. Voilà, ce projet, ça met le meilleur du digital au service vraiment de l'amour et de ce que l'humanité peut faire de mieux pour réaliser ce rêve de Paul Garner et de One Home. Et si on postait l'événement de ce soir? On n'a pas fait encore de projection. On le postera après, une fois qu'on aura des photos. Et donc, vous pouvez, une fois que vous avez organisé un événement, ou que vous avez organisé un événement il y a 1 an, que ça soit dans votre entreprise ou autre chose, rentrez cet événement ici. Donc dans la salle, je sais que vous êtes levés tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Donc certains, je les ai rentrés parce que voilà, on en a rentré avec Lionel Fauché aussi, mais il y a beaucoup d'événements qui ont été rentrés, mais je compte sur vous pour rentrer vos événements, mais de toute façon, on vous écrira par la mailing list. Voilà. Et je voudrais encore qu'on salue d'ailleurs le travail de Pierre, donc Pierre qui n'a plus ses enfants et sa femme depuis 6 mois. Pierre, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ces dernières semaines ou mois? Ça a été des semaines éprouvantes pour plein de raisons différentes, mais je suis très très content de voir le résultat et de pouvoir vous remettre cet objet entre les mains de tout le monde et qu'on puisse en faire une communauté et rendre service à l'humanité, c'est toujours bien. Merci. Voilà. Et on va mettre pour aider les gens toute une série de tutos. Donc là, on a déjà fait un tuto, What is One Home? C'est quoi l'Overview Effect? Je devais en faire un aujourd'hui sur comment organiser votre événement, mais j'ai eu tellement de trucs pour ce soir que je n'ai pas fini, mais ça sera en ligne ce week-end. Donc on va mettre 5 ou 6 tutos pour aider justement les gens qui veulent organiser un événement et qui n'osent pas franchir le cap. Et puis si vous avez des amis au Nicaragua, au Honduras ou ailleurs, ils pourront regarder ces vidéos pour savoir comment organiser un événement, quoi dire. Voilà. Et comme disait Kim, tout est en libre service là-dessus. Donc voilà le nouveau site de One Home qu'on voulait vous présenter. Est-ce que je peux retourner sur la présentation? Et juste un petit mot, pour reprendre quand même la phrase d'Élodie. Rêver, c'est d'abord partir de l'instant présent. Il faut déjà être là. Il faut déjà maîtriser un peu ses émotions. Moi, je maîtrise mes émotions en regardant la Terre. Ça fait à peu près 5 ans, 6 ans que je regarde la Terre à peu près tous les jours. C'est quand même assez marrant quand on y pense. Passez déjà un peu de temps avec la Terre et je suis sûr que vous aurez envie de partager cet amour et ces images qui restent incroyables. Et donc voilà. Donc on espère que vous allez apprécier non seulement ce site, mais d'abord, avant tout, les images de la Terre. Merci. À la fin de la soirée, on restera, une partie de l'équipe de One Home restera une demi-heure pour répondre à vos questions, vous montrer le site à la fin de la soirée. Alors évidemment, c'est pas nous qui allons montrer, on va pas prendre l'avion pour aller montrer One Home dans les 100 pays du monde, donc on compte sur vous. Sur vos amis, sur les réseaux, à ces gens inconnus qu'on ne connaît pas dans cette mailing list et aux médias qui vont peut-être parler de ce challenge. Donc il y a des premiers partenaires et des gens qui utilisent déjà One Home. Donc on a parlé avec Marie-France Barrier qui a créé
une ONG incroyable qui s'appelle Des enfants et des arbres, où des écoles aident chaque année des agriculteurs à planter des haies, planter des arbres dans leur... et l'année prochaine, il y a 200 classes, et ces classes, elles ont tout un programme de préparation, et on va essayer que One Home soit dans le programme que chaque maître d'école devra faire. Donc ces 200 classes pourront mettre déjà un petit point sur la terre. Voilà, donc applaudissez. Donc Marie-France qui peut se lever. Lève-toi Marie-France. Voilà. Bravo. Alors, est-ce que les fondateurs de Ma Petite Planète sont là? Venez qu'on vous voit. Bon, donc, je ne sais pas si vous connaissez Ma Petite Planète, mais c'est un site extraordinaire et une appli extraordinaire qui permet de faire des défis écologiques pour les entreprises. Pendant une semaine, 2 fois par an, il y a une 50aine de défis. Et si vous réalisez ces défis, vous marquez des points. Donc, c'est un peu une compétition pour faire le plus d'écologie pendant une semaine. Il y a 600 000 inscrits à l'appli. Et le défi de montrer la Terre sera un des défis. Et donc, ça, c'est fin septembre. Fabrice Bonifay, qui est ici, est le parrain de cette, on va dire, édition du défi de Ma Petite Planète. Donc, allez sur le site Ma Petite Planète, allez regarder et installer ça. Faites-le dans votre entreprise parce que le but, c'est aussi d'y jouer à l'intérieur des entreprises. Donc là, c'est la partie adulte entreprise. Et en mars, on fera un truc pour les enseignants parce qu'il y a une partie de l'application qui est pour les enseignants. Mais donc, pardon ? Et du coup, ça sera disponible en mars aussi pour tous les enseignants. On estime qu'il y aura environ 100 000 élèves qui vont participer. Et du coup, il y aura une version adaptée où, pareil, un petit peu comme les enfants et des arbres, les élèves pourront être émerveillés de voir la Terre ensemble. Et on espère mettre beaucoup de petits points en France et aussi un peu à l'étranger. Okay. Voilà. Merci infiniment, on est ravis d'avoir ça. Alors, on a un partenariat historique avec la Convention des entreprises sur le climat. Donc, Eric, si tu peux te lever. Quoi, tu vois, donc Eric, on s'est rencontrés même avant, au début où il crée la Convention des entreprises pour le climat. À l'époque, moi, j'écrivais La Petite Princesse et je lui disais, voilà, moi, je vais essayer de faire Il avait ce rêve fou de transformer le business model de toutes les entreprises en France pour aller vers une transition écologique et des modèles régénératifs. Et moi, je lui disais, je vais écrire un roman qui soutiendra une vibe et toi, tu t'occuperas de la partie entreprise de la Révolution bleue, quoi. Tu vois, donc, voilà. Et bon, on est plein dans cette salle à s'occuper de la partie entreprise, mais en tout cas, voilà. Et One Home a été montré à la première session de la CEC 1 il y a 3 ans maintenant, c'est ça ? Il y a 4 ans. Oula, on vieillit, quoi. Tu vois, donc, et puis, ça a été monté dans toutes les CEC. Donc, pour l'instant, j'en ai mis 1 ou 2. Mais il va falloir déjà mettre toutes celles où ça a été montré, puis toutes les futures où ça va être montré, quoi. Ouais, nous, c'est les dirigeants d'entreprise qu'on essaye de mobiliser, de leur ouvrir le cœur. Et ça fait 3000 maintenant qui ont vu cette vidéo, 25 parcours CEC. Et on démarre toujours par l'Overview Effect. C'est hyper important pour nous. Merci beaucoup, Jean-Pierre et toute l'équipe d'avoir créé ça. Ouais. Alors, Lionel Fauché, je ne sais pas s'il est là. Ah ben, tu es juste là. Ok, donc Lionel, il est responsable de la communauté des TEDx en France. Il est lui-même le responsable du TEDx de Clermont-Ferrand. Et depuis des années, il utilise One Home avant chaque TEDx à Clermont-Ferrand. Donc peut-être si tu peux nous en dire un mot de cette... Ah, tu as déjà le micro. Oui, en fait, on a commencé avec la première vidéo. Je crois même qu'on avait utilisé la musique de Moby qui était assez planante et c'était l'ouverture c'est l'ouverture des TEDx Clermont depuis voilà. longtemps. Il y a d'autres TEDx en France qui les utilisent. Je sais que ce week-end, vous avez une réunion de tous les TEDx en France, donc je compte sur toi pour les convaincre de montrer One Home dans tous les TEDx et peut-être d'inspirer les communautés de TEDx dans le monde. Ça serait notre rêve, qui relaie ça pour que, là, pour le coup, les 100 pays, on les plie en une semaine. Quoi. On va essayer. Mais pas trop vite, genre 10 pays, ça sera déjà bien. Tu vois. Non, mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est des communautés qui sont logiques comme relais et il y a toujours besoin d'interludes dans les TEDx et One Home peut être un super, plus qu'un interlude, mais en tout cas, aller très bien avec ça. Alors, l'Institut des futurs souhaitables, je ne sais pas si Mathieu Baudin est là ce soir. C'était pas sûr qu'il puisse venir, mais bon, il y a d'autres gens de l'Institut qui sont ici, qui est partenaire depuis toujours. On a fait une expérience il n'y a pas longtemps au Bouffe du Nord que j'ai pas rentré parce que je laisserai l'Institut le rentrer. On a fait vivre à la salle, on était avec Christophe Galfard, l'expérience One Home à 800 personnes. C'était un moment vraiment inédit.
Et puis, globalement, nous, on a besoin de vous, quoi. On a besoin de vous pour entrer vos événements si vous en avez déjà organisé, donc ça, vous pouvez le faire dès demain. Pour organiser des nouveaux événements ou de devenir partenaire avec votre ONG, on peut faire des communiqués de presse ensemble pour dire, bah, tiens, et c'est ce qu'on va faire avec Ma Petite Planète, communiquer ensemble sur les réseaux autour de ces défis et de tous s'allier sur cette idée-là. On va commencer par la France. L'idée, c'est qu'on ait des points bleus partout. Et la France a besoin de bleu, en tout cas de ce bleu-là. Et puis, parlez-en à vos amis et à vos familles, pardon, dans d'autres pays du monde. Parce que voilà, c'est comme ça que le relais, ça sera une chaîne du cœur, en fait, ce défi. Donc, voilà. Et abonnez-vous à la newsletter, peut-être que vous recevrez un mail. Relayez sur les réseaux sociaux. Et puis, envoyez-nous vos critiques et vos idées. Il y a un mail contact@onehome.org parce que, comme je vous disais, on a besoin de votre input pour améliorer notre plan. Et ça peut être des idées de communication. Si vous avez aussi des noms de médias ou d'organisations ou d'entreprises qui voudraient s'associer, par exemple, là, le 15 ou le 16 janvier, je fais une conf avec le numéro 2 d'AXA à 40 pays. Et on va demander aux filiales d'AXA dans 40 pays de montrer One Home. Donc, et donc, des entreprises, des multinationales peuvent participer à ce challenge aussi. Ça, c'est important. Et on est en discussion aussi avec l'association Les Collectifs. D'ailleurs, ça, on le fait avec le collectif pour l'environnement d'AXA. Là, je sais qu'il y a les gens ce soir du collectif de Stellantis et qui ont rentré déjà leur événement dedans. Et il y a cette association Les Collectifs qui est aussi à la Climate House qu'a créé Lucie Bache, qui essaye de fédérer tous les salariés pour le climat. Donc, on va essayer que ça soit fédéré par le collectif et que ça passe dans des multinationales, mais aussi des boîtes en France, parce que il y a les 100 pays, mais on veut, comme je vous ai dit, mettre des petits points bleus partout dans la France. On a besoin aussi de renforcer l'équipe. Pour l'instant, il y a une toute petite équipe. Donc, s'il y a des gens qui ont un peu de temps pour nous aider sur la communication et les réseaux sociaux, sur la gestion des partenariats, parce qu'à chaque fois, il faudra faire un communiqué de presse, un plan d'action, des coordinations sur les réseaux sociaux, créer des vidéos, parce qu'on a beaucoup d'autres vidéos qu'on veut créer, et puis peut-être nous aider sur la partie développement, parce que là, pour l'instant, c'est Pierre qui a porté tout ça, et si vous êtes expert en full stack développeur, vous avez des gens qui sont là-dedans, mais vous pouvez nous contacter pour venir nous aider. On va peut-être organiser, alors je remettrai, mais des appels réguliers, tu vois, pour que on se parle de ce défi, parce que nous, peut-être que dans un mois, on aura fait un pays de plus, ce sera une horreur, on aura besoin que vous nous remontiez le moral, ou au contraire, on sera déjà à 98 pays, il nous faudra 2 pays en plus, mais d'essayer de faire une petite cohorte d'amour autour de ce projet. Dans les mois et les années qui viennent, nous, on va créer beaucoup d'autres vidéos. On a parlé avec David de faire une vidéo One Home Petit Prince avec des extraits de la voix de Gérard Philippe. Je ne sais pas si vous aviez écouté ce disque qui parle de la Terre. Et donc, on va faire une collab Petit Prince One Home. Puis, on a plein d'autres rêves de faire avec Christophe Galfard, avec Nathalie Cabrol, l'astrophysicienne, peut-être avec Edgar Morin, puis aussi avec des personnalités internationales. Donc, de rajouter du contenu. Maintenant qu'on a une plateforme, on a le Netflix de la Terre, quoi. Donc, voilà. Et puis, on a plein d'autres rêves dans One Home, que chacun puisse envoyer un message d'amour à la Terre. On a fait tout le design avec Kim. Il y a une partie du développement qui a été fait. C'est une expérience qui s'appelle Loftar, qu'on n'a pas encore développée. On va aussi concevoir une expérience qui s'appelle The Circle, qui permet aux gens de faire des méditations planétaires et de se retrouver au même moment tout autour de la Terre, autour de One Home. Et puis, on a une expérience plus immersive où on mettrait toutes ces étoiles d'amour individuelles, tous ces messages dans le cœur de la Terre. Et en fait, l'association qui porte One Home, elle s'appelle Planet Art, le cœur de la Terre. Donc ça serait une expérience plus 3D et immersive. Et on a déjà fait des tests là-dessus et c'est symboliquement très fort de se dire qu'on peut être dans le cœur de la Terre, illuminé par l'amour de l'humanité. Alors, on aura besoin aussi, parce que pour l'instant, on fait tout avec nos moyens et tout le monde est bénévole, de dons, mais surtout, on a besoin de mécènes. Donc, si vous connaissez des entreprises ou des individus qui veulent aider pour qu'on puisse faire ces suites et puis financer aussi ce défi, vraiment, voilà, contactez-nous et je suis sûr qu'on trouvera des mécènes de cœur qui ont envie d'accompagner ce projet. Alors, il y a toujours des Dream Killers dans l'affaire, quoi. Et le Dream Killers, dans cette affaire, c'est Donald Trump. Donald Trump a annoncé que le 30 septembre, le satellite de One Home va être arrêté. Et donc, on peut le voir de deux manières. C'est à la fois très triste, mais on a backupé 10 années d'images, donc nous, on peut faire encore des vidéos.
mais quand on se dit tout l'effort qui a été fait pour mettre ce satellite, de l'éteindre juste parce que ça fait partie des programmes d'observation de la Terre, c'est horrible. Mais on ne veut pas faire un projet contre Donald Trump. C'est par l'amour de la Terre et l'amour de ce satellite qu'on va peut-être lui manifester de le rallumer. Donc on est en discussion avec Michael et les équipes de la NASA. Donc c'est très triste. Mais ce truc fait partie d'un programme plus vaste de Donald Trump, d'éteindre tous les satellites qui observent la Terre. Le projet One Home essaie d'amener la lumière. Et je pense qu'on va utiliser son énergie pour faire connaître ce projet. Et ce projet ne sera pas, je vous le dis, un projet contre Donald Trump, parce qu'à la fin, nous, ce qu'on aimerait, c'est que lui aussi, il aime bien voir la Terre et qu'il change d'avis, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous révéler quelque chose qu'on n'a jamais révélé. C'est quoi la signification, pour finir, parce que je ne veux pas finir sur cette note, mais je vous ai dit, nous, ça va nous aider à accélérer. La signification du logo de One Home. Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous dessiniez les petits Mexicains qui pêchaient vus d'au-dessus. En fait, le logo de One Home, c'est une grande humanité qui prend la Terre dans ses bras et qui fait un câlin à la Terre, quoi. Vous voyez ça maintenant, quand vous le voyez là, un bonhomme qui fait voilà. Et ce grand humain, c'est le Petit Prince, c'est Homo Biosphéris dont je vais vous parler par la suite. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire avec One Home, c'est que l'amour de la Terre, l'amour de l'humanité vienne dans le cœur de la Terre. C'est ça que je voulais vous partager pour cette partie. Merci. Alors, on est très en retard, mais bon, on va accélérer. La clé des songes. Donc, il y a un rêve de Gardner qui est de répandre l'overview effect. Donc, ça, on va essayer de s'y atteler avec One Home. Mais il y a le rêve de faire la transition écologique réussie, la révolution bleue. Et ça, c'est le sujet qui m'occupe depuis 5 ans. C'est de voir comment on peut réussir à éclairer le futur de l'humanité en réussissant cette transformation. Alors, aujourd'hui, le futur de l'humanité, on est 8 milliards d'humains. Et pour beaucoup de dirigeants, en fait, l'humanité, c'est de la chair à canon ou de la matière humaine. Et c'est une photo qui avait beaucoup marqué les gens. Je pense que vous la connaissez. Si on mettait toute l'humanité dans un broyeur et qu'on faisait une grosse boulette de viande, en fait, l'humanité, elle tiendrait dans Central Park, quoi. Donc, et aujourd'hui, en fait, parce que j'ai des nouveaux visuels que je veux vous montrer, il y a des gens qui réchauffent le climat, et donc cette boulette de viande, elle est en train de cuire, quoi. Et si on fait vraiment mal les choses, elle pourrait même être carbonisée par une guerre nucléaire généralisée, quoi. Et avouez que ça ne serait pas le futur le plus réjouissant de l'humanité. Puis il y a même des gens aujourd'hui qui veulent la dominer, cette boulette de viande, et on a plusieurs choix là pour les années ou les décennies qui arrivent. Soit on est dominé par l'Amérique de Trump, soit on est dominé par la Chine de Xi Jinping et enferré dans ses routes de la soie, ou alors par des robots et des IA qui deviendraient folles et qui, comme dans Matrix, nous asserviraient. Ce n'est pas des futurs qui sont très réjouissants. Et tous se finissent par une terre qui brûle et puis par une humanité qui est asservie. Il y a quelques jours, j'ai regardé avec ma fille l'histoire de Suleiman. Et en fait, ce film, il m'a vraiment ouvert le cœur parce que de voir la souffrance que crée invisible l'économie de la livraison, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est un film que tout le monde devrait regarder. Et quand on regarde cette terre qui brûle, cette humanité qui est déchirée, et qu'on prend un pas de recul un peu cosmique et de se dire que nous, on est une étoile dans toutes les 100 milliards d'étoiles de la galaxie. Ce n'est pas la plus belle histoire que l'humanité pourrait raconter dans ce petit coin de l'univers. Et si on dézoome encore, qu'on est au milieu de l'Aniakea, qui montre non pas une galaxie, mais 10 millions de galaxies, ou 1 million de galaxies, je crois, l'Aniakea, nous, la Voie lactée, elle est ici. C'est peut-être le seul endroit de l'univers où il y a de la vie. Peut-être qu'il y en a partout ailleurs. En tout cas, on a fait une expérience extraordinaire et on est sur le point de ne pas la réussir. Alors, pour certaines personnes, on est en train de réussir parce que peut-être que le Bitcoin va passer à 1 million d'euros et c'est peut-être ça que l'humanité va faire de grand, mais moi, ce n'est pas ça qui me fait rêver, quoi. Donc, tout le travail de la Révolution bleue, c'est de trouver quel pourrait être un avenir réjouissant de l'humanité et de voir quelle pourrait être la structure qui pourrait nous aider à faire que tout le mouvement de la transition, toutes les innovations incroyables que plein de gens ici dans cette salle et ailleurs dans le monde mettent en place, se déploient sans forcer. C'est ça l'idée de la Révolution bleue. Et donc moi, je recherchais cette structure qui pourrait nous aider à avancer dans cette transition écologique.
Alors, je vous fais une version courte parce que je veux surtout vous parler de choses nouvelles. Vous pouvez trouver sur mon site ou sur le site Révolution Bleue une vidéo qui décrit ça là, en 30 minutes. Mais en gros, moi j'ai été guidé dans ce travail de la Révolution Bleue par une citation d'un mathématicien qui est vraiment mon mentor. En tout cas, moi, je l'ai jamais rencontré parce que j'ai commencé les maths au moment où il s'est retiré du monde. Alexander Konstantin, qui est un médaillé Fields en maths et qui était le plus intuitif des mathématiciens. Il disait « La découverte est du privilège de l'enfant, c'est du petit enfant que je veux parler, qui n'a pas peur encore de se tromper, d'avoir l'air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Ce qui fait la qualité de l'inventivité et de l'imagination du chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses, car les choses de l'univers ne se lâchent jamais de parler d'elles-mêmes et de se révéler à celui qui se soucie d'entendre. » Et donc, pendant ce travail, moi j'avais quitté PowerNext, on était bloqué pendant le Covid, on faisait One Home, c'est d'essayer d'écouter s'il n'y avait pas quelque chose, une autre histoire de l'humanité qui était en train de naître et qu'on pourrait accompagner. Et en écoutant, en regardant le flux de l'évolution, en fait, il y a une proposition qui a émergé et de se dire, en fait, la vie, elle se structure dans des structures de plus en plus complexes avec le temps. Au départ, vous aviez des particules qui ont formé des atomes qui ont formé des molécules, et ces molécules ont formé des chaînes vivantes, des cellules, et ces cellules, à un moment, se sont unies pour faire des êtres multicellulaires. Et ça, c'est un mystère en biologie. Comment un groupe de cellules coopère, à la limite ça on peut le voir, mais comment ça devient un individu qui a sa propre identité, et chacun dans cette salle, vous êtes une coopération de 30 000 milliards de cellules. Ce saut en complexité, il a eu lieu une deuxième fois dans l'histoire du vivant, quand tous les êtres vivants se sont associés pour faire une biosphère, et la proposition de la Révolution bleue, c'est que nous les humains, aujourd'hui on est 8 milliards d'êtres séparés, c'est qu'on pourrait former tous ensemble un grand méta-organisme qui soit l'humanité, et que ces limites planétaires, c'est ça qui nous force à nous allier. C'est-à-dire, on a deux choix aujourd'hui, soit le chacun pour soi, et là on va un peu plus vers les futurs que je vous parlais au début, ou le tous ensemble, et le tous ensemble, on pourrait faire quelque chose de merveilleux. Et ce tous ensemble, l'humanité pourrait être donc un grand ou une grande homo sapiens, et ce grand être qui est sur la planète, moi je me dis aujourd'hui, il est en train de devenir cette boulette de viande qui va cuire ou qui va être asservie, c'est pas super comme futur. Quel est le rêve de l'humanité? Si c'était une créature, c'est-à-dire s'il y avait une espèce de conscience de l'humanité, quel serait son rêve? Aujourd'hui, on est un peu une sorte de nébuleuse, un peu comme des oiseaux qui volent dans une murmuration. Et comme dans cette photo, peut-être qu'on rêverait d'avoir une forme. Et je cherchais une forme qui puisse nous inspirer tous et qui nous permette de nous unir, qui soit laïque et qui parle à tous les pays du monde. Et c'est là que j'ai croisé la route du Petit Prince. Et quand vous regardez la couverture du Petit Prince, le Petit Prince, moi je me suis toujours demandé pourquoi il était seul sur sa planète. Pourquoi surtout il était aussi grand sur sa planète? Et la proposition, c'est que le Petit Prince, ça ne soit pas un être, mais que ça soit l'humanité en fait de sa planète, et qu'il soit fait de plein de petits princes. Et si vous étiez la conscience de l'humanité, fait de plein de petites cellules humaines, vous auriez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et vous seriez comme le Petit Prince là-dedans. Et c'est alors il y a beaucoup on va dire, d'interprétations du Petit Prince, mais celle-ci, elle tient la route parce que le Petit Prince, avant d'arriver sur la Terre, il visite 6 planètes, et sur chacune de ces planètes, il y a toujours un grand humain. Et ces archétypes, moi je ne comprenais pas pourquoi ils les avaient choisis, c'est des archétypes d'une humanité qui est malade. Le roi, il pense que la Terre lui appartient au lieu qu'il appartienne à la Terre. Et nous, on a le même problème. Le vaniteux, il a besoin qu'on le flatte, de se plater au-dessus des autres espèces, et nous, c'est ce qu'on fait avec les autres espèces. Le buveur, il est dans ses addictions. Petit Prince, il lui dit « Pourquoi tu bois? Parce que je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que je bois. » Là, il le regarde en disant « Il suffirait d'arrêter, peut-être, non ?» Et nous, on est pris dans nos addictions, dans nos constructions mentales. On est aussi comme le business spam, on est dans nos chiffres, et on dit « désolé, on n'a pas les moyens de faire la transition écologique. » Et donc, c'est un peu ça que l'on fait. On est comme l'allumeur de réverbère. Collectivement, on se réveille tous les jours, on va se coucher tous les jours, et on n'a pas formulé notre rêve en tant qu'humanité. Et on est un peu comme le géographe qui regarde la Terre à travers ses livres, et le Petit Prince, il lui dit « Mais pourquoi tu ne regardes pas le monde? Pourquoi tu le regardes toujours à travers les livres ?» Et nous, on regarde le monde à travers nos téléphones portables. Et cette interprétation que le Petit Prince pourrait être cette conscience collective, elle est étayée par une lettre qu'il a écrite peu avant sa mort, qui s'appelle la lettre à un Américain, qui est dans la Clé des songes, et dans lequel Antoine de Saint-Exupéry dit qu'une humanité future est en train de naître, et le Petit Prince pourrait coller avec ça. Donc ça, c'est la thèse qui est développée,
que l'humanité pourrait devenir un collectif, et ce collectif ne serait pas séparé de la Terre, mais il pourrait être un organe de la Terre. De la même manière que les baleines, les forêts, les fourmis, tout ça joue des rôles biosphériques. Nous, on pourrait être un organe de la biosphère, et dans la clé des songes, il y aura une proposition de quelles pourraient être les fonctions de cet organe physiologique. Et donc, cet homo biosphériste, si demain, on se pensait tous comme homo biosphériste, c'est-à-dire d'appartenir à la Terre avec une mission commune qui soit liée à ses fonctions physiologiques, toutes les fonctions de transition qui étaient aujourd'hui à contre-courant se retrouveraient dans un vent qui est porteur. Et le but de la Révolution bleue, c'est de raconter comment on passe d'Homo sapiens, qui est donc 8 milliards d'êtres séparés qui se chamaillent, à une humanité unie dans la diversité, symbolisée par le Petit Prince, et la Révolution bleue est ce passage de l'un à l'autre. Et à l'époque, je me disais, bon, c'est une utopie parce que quand on voit justement l'agenda des États-Unis, l'agenda de la Chine, l'agenda de l'IA, comment on fait naître ça? Et je me suis dit, bah, du coup, ça ferait un bon sujet de roman. Et comme je vous disais, quand vous avez un rêve, là, le rêve, c'est de faire advenir Homo Biosphériste, il faut un plan. Et le plan pour faire advenir cette humanité multicellulaire, c'est un peu long. Et le moyen que j'ai trouvé pour le faire, c'est de le faire dans des romans. Donc le roman, c'est ce plan. Et je me suis basé sur ce texte d'Aaron Swartz qui dit de partir de la fin pour essayer de faire quelque chose de crédible, qui tient compte des forces en présence. Donc c'est pour ça que la toile géopolitique de fond de ces romans, c'est la Lune, Chine-États-Unis, et l'IA joue un rôle aussi dans la clé des songes. Alors, il y a eu un tome 1, là il y a ce tome 2, il y aura un tome 3. Et là, je vais vous parler de ce tome 2. Et pour voilà, ceux qui connaissent l'histoire, le tome 1, moi, je l'avais appelé La Petite Princesse parce que je voulais une énergie féminine pour transformer cette terre. Et j'avais appelé La Petite Princesse sans savoir que Antoine de Saint-Exupéry avait fait la promesse à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. Et la lettre n'a été publiée qu'il y a 3 ans, quand moi j'avais fini d'écrire la première version. Donc ça, c'était complètement incroyable. Et de manière aussi incroyable, j'ai rencontré Olivier Daguet qui avait lu Siècle bleu, qui voulait me rencontrer. J'avais parlé à personne du fait que le livre s'appelait De la Petite Princesse. Et en fait, quand il a vu cette histoire, il a vu le livre, bah, ils ont décidé d'être partenaires du livre et d'écrire la préface. Et donc pour moi, c'était vraiment une des rencontres les plus belles. Et c'était presque l'assentiment d'Antoine de Saint-Exupéry à cette interprétation du Petit Prince, qui est peut-être fausse, qui est peut-être vraie. Mais en tout cas, de le faire avec la famille, j'ai pas l'impression de violer des valeurs et j'essaye de rester respectueux de sa philosophie. Donc, on va parler de la naissance de la clé des songes. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est des choses dont j'ai jamais parlé. Donc, moi, j'ai fini la tournée de La Petite Princesse au mois de mai, donc au mois de mai 2024. Donc, et j'avais dit à l'éditeur, je vous rends le tome 2 en septembre ou en octobre pour que ça puisse sortir au printemps 2025. Et j'avais déjà une version du tome 2, j'ai déjà une version du tome 3. Donc, j'essaye de rêver cette suite qui parle vraiment de la naissance d'Homo Biosphériste. Et puis là, l'actualité, et je voulais faire un roman qui soit beaucoup plus thriller, plus dans la mouture de Siècle bleu, parce que là, l'intrigue est lancée maintenant dans la Révolution bleue. Donc, j'essaye de bâtir cette intrigue, mais l'actualité me rattrape. Il y a eu cette dissolution de l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national aux portes du pouvoir en France. Et j'étais incapable d'écrire ce livre parce que je me disais, il y a le feu en France. Et j'étais tellement stressé par cette perspective que je n'ai pas réussi à l'écrire. Donc j'ai demandé à l'éditeur de reculer cette date. Et puis, donc j'ai mis en pause l'écriture de ce roman. Puis il y a eu au mois de juillet cette histoire de Ball là, qui rate Trump. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est sûr, avec ce truc-là, il va être réélu. Et là, j'ai carrément mis sur stop l'écriture du roman parce que je sentais que ça allait activer des forces de reconfiguration très puissantes. Et puis surtout, en voyant cette actualité, je me suis dit, mais mon histoire d'humanité unie par l'amour de cette Révolution bleue, c'est peut-être complètement utopique, c'est pas du tout la direction que prend le livre, que prend le monde. Et donc, j'avais plus foi dans mon rêve. Je me disais, mais en fait, ce rêve, il n'existe pas, il est dans ma tête. Voilà. Et puis, je recevais des tas de mails de gens qui disaient la Révolution bleue, qui trouvaient ça super, qui me demandaient à commencer la suite. Mais moi, qui dois aller écrire ce rêve, je me mets à douter du fait que cette utopie ait un sens et qu'elle soit réaliste. Donc, j'arrête. Et là, il se passe quelque chose, c'est que dans mes rêves, les personnages se mettent à me parler et s'insurgent. En disant, oh,
toi, dans le bouquin, tu nous dis de croire dans nos rêves, et toi, t'arrêtes, tu vois. Donc, et si t'arrêtes, bah, nous, on peut pas vivre la suite de l'aventure. Donc, je dis non, mais je vais pas arrêter. Rassurez-vous, je vais écrire la suite. Je fais juste une pause parce que je suis un peu fatigué. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a envie de connaître la suite. Donc, je me dis non, je dois ça à mes personnages et je dois ça aux lectrices et aux lecteurs. Et une chose me fait renouer avec l'utopie en fait de la Révolution bleue, c'est les JO, quoi. Moi, j'étais resté à Paris au mois d'août pour écrire. Et il y a eu une ambiance à Paris qui était, cette vague d'amour, elle était partout. Et j'entends une interview de Thomas Joly, qui est ce designer d'expérience incroyable, qui dit, en fait, moi, j'ai pas fait une cérémonie des JO, j'ai pas fait un design artistique des JO, j'ai voulu faire une expérience d'humanité partagée. Et en fait, Homo Bioceris, c'est ça, c'est une expérience d'humanité partagée. Et je suis allé, alors il n'est pas là ce soir, avec Vincent Avanzi, on a fait la fête, on a été à la cérémonie de clôture des Paralympiques, et j'avais l'impression d'être dans la scène finale de La Petite Princesse, où il y a cette fête collective incroyable. Et là, je me suis dit, en fait, cette vibe du cœur, elle est là. On a besoin d'unir l'humanité par l'amour, et là, il faut y retourner. Donc, je remets sur Play, là, j'écris. Et puis, les Dream Killers se manifestent à nouveau. Élection de Trump. Alors, attendez, qu'est-ce que c'était? Voilà, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est là où je comprends que ces tueurs de rêves, ils sont là pour nous amener à rehausser nos rêves, en disant, OK, bah, en fait, je lâche pas. De toute façon, si je lâche, je vais être l'homme le plus triste du monde. Je vais rehausser mes rêves et je vais mettre ces rêves rehaussés dans ce bouquin. Donc ça dure à peu près jusqu'à novembre. Puis je m'étais préparé à la réélection de Trump. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas, je sens des forces qui se recomposent partout dans le monde, que des mauvaises nouvelles, au Moyen-Orient, en Ukraine, partout. Et j'ai un espèce d'effondrement en interne au début du mois de novembre, où je me dis, là, je ne crois plus du tout, et je ne vois plus du tout la magie autour de moi. D'habitude, j'ai toujours des trucs magiques qui se passent, et puis là, ça faisait 1 mois ou 2 que je ne voyais plus trop de trucs magiques. Et voilà, vraiment ce truc de la foi qui part. Et j'entends parler sur Internet d'un bouquin qui s'appelle Mind Magic, qui a été écrit par James Doty, qui est un chirurgien américain, qui était le président de l'Association américaine des neurochirurgiens, qui est aussi le fondateur du Centre d'études sur la compassion à Stanford, et qui a écrit un bouquin sur les théories de la manifestation, c'est-à-dire, en gros, on voit ce qu'on vibre. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les trucs de développement personnel un peu wouhou. Mais lui, il l'a étayé en neurosciences et il donne plein d'exercices pour refaire venir la magie dans la vie. Alors, le bouquin, il est absolument passionnant, mais la magie ne revient pas. Donc, le jour de l'élection de Trump, le 5, le matin, moi je donne une conf à la Climate House et il y avait une expérience, c'était pour l'ouverture de la Climate House, génial, quoi. Mais au fond de moi, je doutais de mon rêve. Mais bon, les gens ont cru que j'y croyais encore, quoi. Donc, le soir, je devais écrire et une copine m'appelle qui habite en Corée. Elle me dit, JP, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, ce soir j'écris et tout. Je dis, bon, mais là, je suis pas trop motivé, mais bon, il faut vraiment que j'avance, quoi. Elle me dit, non, mais attends, viens dîner avec moi. Je dis, non, il faut que j'écrive. Je dis, bon, allez, je vais dîner avec toi. Et on va dans un restaurant coréen. Et je lui dis, voilà, je suis en train de lire ce bouquin Mind Magic, mais la magie revient pas. J'ai besoin d'un signe que la magie du bouquin, la magie existe dans le monde. Et elle me dit, je connais pas ce bouquin. Je lui dis, bah, avant, il avait écrit un autre bouquin qui s'appelle Into the Magic Shop, où il raconte que dans sa vie, lui, il était issu d'une famille où il avait été... il y a eu des viols, il y avait des problèmes d'alcool, des problèmes d'argent, vraiment tout ce qu'il peut y avoir de pire dans une famille. Et il était sur le point de se suicider à l'âge de 12 ans. Et ce qu'il a sauvé, c'est qu'il est rentré dans un magasin de magie où une dame qui tenait ce magasin de magie lui a donné des secrets de respiration, de cohérence cardiaque, de manifestation pour lui dire « tu n'es pas obligé de vivre ce à quoi tu crois et que tu peux avoir une vie qui peut être exceptionnelle. » Et en fait, ces trucs-là, c'est ça qu'il a analysé dans son bouquin Mind Magic en neurosciences pour savoir comment ça marche et il donne des trucs sur comment faire ça. Donc, je lui parle de ce bouquin Into the Magic Shop et puis là, cette amie, elle m'arrête et elle me dit « mais tu sais ce que c'est cette musique ?» La musique, elle était en coréen, donc évidemment que je ne savais pas ce que c'était. Elle me dit « cette musique s'appelle Into the Magic Shop ». Je dis « quoi ?» Alors, heureusement que j'étais avec elle parce que j'aurais jamais pu savoir que c'était ça. Et en écoutant la musique, je me rappelle d'un truc que j'avais lu, c'est que c'était une musique des BTS, qui est le plus gros groupe de K-pop. Et ce groupe de K-pop avait inspiré le personnage de Kairos, parce que c'était elle qui m'en avait parlé à la fin. Et j'avais lu qu'ils avaient écrit une chanson parce qu'ils avaient été très touchés par le livre Into the Magic Shop. Et en fait, ce livre, on va dire, c'est ce groupe de K-pop qui l'a fait connaître mondialement, parce que le BTS, c'est le plus gros groupe de K-pop, et c'est eux qui ont fait la cérémonie des JO et tout.
de l'ouverture du mondial. Et là, je me dis, quelle est la probabilité pour que je sois dans un resto coréen avec quelqu'un qui parle de coréen, que je parle de Into the Magic Shop, qui parle de la magie du monde, et au moment où je parle de ça, et là, je me dis, la magie du monde, elle vient de se manifester, et c'est absolument incroyable. Et en fait, ce truc-là, ça m'a réveillé une énergie infinie de me dire, en fait, voilà. Et ce qui est le plus intéressant, c'est les paroles de cette chanson. Alors, elles sont en coréen, mais si vous les traduisez, elles disent des choses incroyables. Et il y a cette phrase qui dit « Dans ton cœur, il y a un jardin, une boutique où venir quand tu es perdu. Tout ce que tu as désiré, tes plus chers espoirs, attendent de fleurir tout comme toi. Regarde au plus profond de toi, tu es plus fort que tu ne le crois. Cette boutique magique n'est autre que toi-même, alors ouvre la porte et trouve ta propre lumière. » C'est ça. Et c'est une chanson qui est absolument incroyable. Et je vous recommande d'écouter une interview qui est sur le podcast de Mel Robbins de James Doty. Et James Doty, il est mort il y a 3 semaines. Et je devais le rencontrer. Une amie commune, Amandine Roche, le connaît. Je devais lui parler. Et elle me dit, James est mort. Et il est mort du complexique, à l'hôpital. Mais au moins, il a donné ce bouquin et qui est vraiment pas un livre. C'est un livre hyper étayé et que vous pouvez vraiment utiliser pour réaliser vos rêves. Donc, je repars ça de début novembre. J'avais encore tout le bouquin à écrire et j'avais dit à l'éditeur, je dois le finir pour le 3 janvier. Et ça me met dans une espèce de truc d'overdrive. Je me dis, ok, il faut croire au truc et puis je vais finir ce bouquin, je vais l'écrire. Et là, j'étais à fond dans l'écriture. Donc, je rehausse les rêves. Et puis, j'avais une question, moi, parce que je me dis, c'est bien les rêves, mais qui murmure dans les rêves? C'est quoi la petite voix qui m'a parlé à Biosphère 2? Peut-être que c'est n'importe quoi ce que je me raconte. Mais pour moi, les rêves, il y a quelque chose de profond, un secret derrière les rêves. Et je me dis, les héros, ils vont devoir aller puiser au plus profond des rêves pour pouvoir réaliser le rêve de la Révolution bleue et trouver cette clé des songes qui perce ce murmure. Donc je repense à cette citation d'Alexandre Grothendieck qui est en gros d'écouter ce que l'univers dit pour avancer. Et je repense à un des rêves de la petite princesse, c'est qu'il existerait, donc ça c'est une proposition romanesque, des veilleurs, des gens qui veillent sur l'humanité et qui aident l'humanité à s'élever et à s'unir pour justement former cet homo biosphéris. Et ils aideraient les rêveurs qui ont une partie de ce rêve pour arriver à faire ce rêve d'homo biosphéris. Et ce rêve, c'est un rêve de métamorphose. Et au moment où je commence à faire, donc début novembre, à vraiment écrire ce bouquin, je me dis, c'est qui le maître des rêves absolus? Le maître des rêves absolus, pour moi, c'est Jung. Donc je me plonge dans son œuvre la plus cryptique, qui est le Livre rouge. Et le Livre rouge, c'est le livre dans lequel, pendant 13 ans, Jung, il a noté tous ses rêves. Et en rêve, ces rêves lui ont enseigné toutes ces théories sur les archétypes, l'inconscient collectif. Et ce bouquin est un bouquin hors norme avec des mandalas hyper beaux. Et ce bouquin, il finit par un mot, une phrase qui n'est pas finie, et un mot en allemand qui s'appelle Möglichkeit, possibilité. Et tout le monde discute de pourquoi il finit sur ce mot possibilité. C'est quoi la possibilité? Je me dis, en fait, Jung, il y a une possibilité derrière les rêves, il ne l'a pas dit, donc je cherche pour voir s'il n'aurait pas tout dit sur les rêves, et je tombe sur une lettre de Jung dans laquelle il dit « J'ai fait des expériences qui sont, pour ainsi dire, inexprimables, secrètes, ce qu'on appelle exploration de l'inconscient, dévoile en fait et en vérité l'antique et intemporelle voie initiatique. Cette porte mène au secret de la métamorphose et du renouveau. » Je me dis, métamorphose, renouveau. Métamorphose, c'est peut-être homo biosphéris. Et moi, en tant qu'écrivain, je prends des bouts de trucs et puis après, je les relis pour essayer de développer une fiction. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à exploiter dans cette lettre de Jung. Et puis, à peu près à ce moment-là, je n'avais pas encore le titre du roman. Je tombe par hasard sur une vidéo sur Internet, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur Grothendieck, sur la notion de vérité de Grothendieck par Laurent Laforgue, qui est un autre médaillé Fields. L'interview, elle n'est pas forcément passionnante. J'écoute ça d'une oreille et à un moment, il dit « Tout ce que je vais vous raconter là, c'est tiré d'un ouvrage inédit d'Alexandre Grothendieck qui s'appelle « La clé des songes ». Là, je me dis « Quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et je cherche sur Internet. Il aurait écrit un livre sur les rêves. Et je vais dans des forums, etc. Je parviens à mettre la main sur le manuscrit et je réalise que Grothendieck a écrit 1100 pages sur les rêves, sur ses rêves. Et il s'interroge sur une question qui est « Qui murmure dans nos rêves ?»
Là, je me dis, c'est incroyable. Et donc là, je me dis, je vais appeler le bouquin La clé des songes, parce que, en hommage au manuscrit d'Alexandre Grothendieck. Et Grothendieck, moi, au moment où j'ai commencé les maths, lui, il s'est retiré du monde. Il est parti dans les Pyrénées. Et pendant plus de 20 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. On a retrouvé des cartons, des cartons et des cartons d'écrits mathématiques. Et les gens sont en train, d'écrits et de réflexions sur la société. C'était le premier éco-activiste dans les années 60. Il avait une revue Survivre et Vivre. Et il s'est retiré des mathématiques parce qu'il trouvait que les mathématiques servaient la guerre. Donc je plonge dans ce bouquin, et dans ce bouquin, il fait une proposition. Il dit, voici donc ce fait dingue dont j'ai eu la révélation, c'est que le rêveur n'est autre que, parce que pour lui, il y a celui qui rêve, il y a le metteur en scène du rêve, quand vous allez dans la nuit, et celui-là, il l'appelle le rêveur avec un grand R, donc 3 petits points. Ben ça, je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est, puisque c'est dans le bouquin. Et ce qui est fou, c'est qu'il développe une théorie dans ce bouquin qui est extrêmement proche de ce que je racontais sur le fait qu'il y ait des veilleurs qui aident la conscience de l'humanité à s'élargir. Et il y a 150 pages sur la conscience cosmique, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Plein de références communes à Teilhard de Chardin. Voilà. Mais vous trouverez plein de choses dans la clé des songes, sur la clé des songes, de la même manière que la petite princesse était un peu une mise en abîme aussi. Donc là, je me dis, il y a tous les éléments pour écrire un thriller. Et la vraie question que je voulais traiter dans la clé des songes, c'est la naissance d'Homo Bioceris. Parce que dans le 1, ils ne découvrent pas Homo Bioceris. Dans le 2, ils découvrent et ils le mettent en place. Et là, je me dis, mais si on devait déployer ça, comment on ferait? Alors, j'avais mis une bouteille à la mer dans La Petite Princesse, où Paul Garner, parce qu'il fait une lettre sur que les héros ne trouvent pas, il dit, une fois tous animés par l'appartenance à cet être gigantesque et à Gaïa, état décisif pour l'application de laquelle je n'ai pas trouvé de solution, mais vous ne manquerez pas d'idées. Donc moi, je m'attendais que pendant ma tournée, il y ait des gens qui aient des idées pour faire naître Homo Bioceris. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'idées. Ils m'ont dit, ton idée, elle est bien, mais ça ne va pas être simple de le faire naître. Donc je me suis dit, bon, ok, il faut que je réfléchisse à comment faire naître Homo Bioceris. Et là, il y a plein de gens qui m'ont amené plein d'infos sur plein de choses que je ne connaissais pas et que j'ai essayé de mettre dans ce livre. Donc la question, c'est comment propager le sentiment d'appartenance à Homo Bioceris. Donc la première chose, donc ça c'est une vieille chose que j'avais en tête d'un bouquin de Gene Sharp sur si vous voulez faire une révolution, il faut une couleur. Alors toutes les couleurs avaient été prises, sauf le bleu. Vous avez des révolutions oranges, des révolutions roses, etc. Et donc le bleu, c'est le nom de la révolution bleue d'Yves Klein, qui est celui qui m'a inspiré. Donc nous, on a une couleur, c'est le bleu Klein. Donc je me dis, le roman, cette idée d'appartenance Homo Bioceris, au début, personne ne l'a, puis après, de plus en plus, puis après, et pour se répandre, il se base sur une chose qui est faire l'union sacrée de tous les mouvements de la transition. C'est un truc dont on parle beaucoup avec Éric Duverger et avec plein d'autres acteurs. Il y a le couple Bardot-Kela qui ont créé Join Forces avec cette idée aussi, c'est qu'aujourd'hui on se tire trop dans les pattes dans les mouvements de l'écologie, on est persuadé que chacun de notre cause est plus importante que l'autre, toutes les causes se valent et il faut s'entraider. Donc ça c'est vraiment un pacte de non-agression, de soutien mutuel dans les mouvements de transition, c'est aussi ce que toi tu fais avec la Climate House et dans plein d'autres choses, mais d'arriver vraiment à faire corps. Et de ne pas être dans le jugement de ceux qui ne sont pas dans la transition, parce que tous, avant d'être écolo, on ne l'était pas. Donc il faut admettre que les autres puissent changer aussi. Et puis d'avoir une politique de main tendue vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans l'écologie. Et aujourd'hui, on est trop sectaire et il faut vraiment qu'on arrive à s'ouvrir. Donc il y a ces valeurs-là, avec ça, ils se déploient. Et puis avec l'idée qu'à la fin, toute l'humanité serait portée par cette idée d'appartenance à Homo Bioceris et qu'on réalise la Révolution bleue. Donc je regarde plusieurs bouquins sur comment on change le monde. Donc il y a un bouquin qui est très intéressant de Jeremy Heyman qui s'appelle New Power, un autre livre Change, mais les références sont dans la clé des songes, qui sont intéressants sur comment on répand des concepts. Mais en fait, le concept ici, ce n'est pas un concept, une pratique, c'est une manière d'appartenir au monde différente. Et en fait, le bouquin qui m'intéresse le plus, c'est un bouquin sur comment les religions ont évolué et pourquoi elles ont duré, quoi. Et il y a beaucoup de choses dans ce bouquin de Robin Dunbar qu'on peut prendre pour accélérer la transition vers Homo Bioceris. Et puis, justement, c'est une question que les religions se sont posées. Comment annoncer Homo Bioceris à l'humanité? Là, je vous en parle, mais si vous deviez en parler à toute l'humanité, comment ça se fait? Et quand on regarde dans le bouquin de Dunbar pourquoi les religions ont marché, elles ont marché parce qu'elles sont teintées de surnaturel. C'est-à-dire le fait générateur d'une religion, quand si Moïse disait « Tiens, j'étais au McDo, on m'a donné les tables de la loi », c'est moins bien que j'ai croisé un bûcher ardent qui m'a donné ces tables de la loi.
Donc, et il y a des livres, notamment la BD de Pascal Boyer et L'homme créa les dieux, et puis un bouquin Et pourquoi croit-on, sur les croyances, sur la manière dont on fait développer des croyances, qui m'ont beaucoup aidé à concevoir ce livre. Puis il y a une autre chose, un bouquin qui s'appelle L'invention de la Chine, qu'on m'a recommandé de lire, qui est incroyable, où j'apprends que la notion de Chine a 100 ans. En fait, la Chine, ça a été créé, c'est son histoire, sa langue, sa géographie, et ils ont inventé ce concept de Chine, on a l'impression qu'il a toujours existé. Par exemple, si vous prenez le concept d'Italie, c'est pareil, c'est un concept qui a un peu plus de 100 ans. Il y a eu un grand mouvement qui s'appelait le Risorgimento, ils en avaient marre que tous les duchés se battent les uns avec les autres, et ils se sont dit, il faut qu'on fasse Italie, et donc petit à petit, ils ont réussi à faire naître cette idée qu'on pourrait être tous ensemble. Et moi, je me dis, nous, on doit faire la même chose, mais à un niveau planétaire, c'est-à-dire, si 1,6 milliard de Chinois croient à la fiction d'être en Chine, on devrait pouvoir la fiction d'être sur Terre, et que c'est la prochaine étape de l'évolution. Et pour ça, il y avait un article aussi qui m'avait marqué sur l'Overview Effect. Je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Égrégore ou la vie des civilisations ». Et en fait, un égrégore, c'est une force psychique collective. Et quand vous dites « je suis chinois » ou « je suis français », c'est adhérer à cette croyance que la France existe. Mais la France, elle existe nulle part à part dans nos esprits. Donc je me dis, il faut faire naître de cette manière-là là-dedans. Et dans ces bouquins, ils donnent des exemples de comment on peut faire naître une nation, comment ils ont fait par exemple en Italie ou à la France au Moyen-Âge pour créer la notion de France. Il vous faut plusieurs éléments. Il faut un mythe fondateur. Donc ça, il faut prendre des personnages emblématiques, réinventer l'histoire pour recréer un mythe fondateur. C'est ce qu'ont fait toutes les nations quand elles se sont créées. Elles ont créé aussi des hymnes. Et dans la Révolution bleue, on avait un hymne qui a été créé à la fin du tome 1. Il vous faut un drapeau. Et là, c'est le drapeau de la Révolution bleue. Vous voyez que j'ai un petit badge. Et si vous êtes sage à la fin, vous en aurez tous un. Quoi, tu vois, donc, et donc, il y a ce drapeau. Dans les autres éléments qu'il vous faut, c'est des rites. Et ça, le Petit Prince parle de l'importance des rites, et en particulier d'avoir un calendrier dans lequel on célèbre la nation. Et donc, il faut une fête mondiale pour fêter la Terre. Alors, il y a le jour de la Terre. Mais moi, je me disais, il y a une autre date, donc dans le tome 2, dans la Clé des songes, la date importante, c'est le 6 avril, parce que c'est la date de naissance de la publication du Petit Prince, qui devient la fête mondiale, en fait, de l'humanité. Alors, je me disais, si on veut faire cette révolution bleue, par où commencer? Et l'inspirateur de la révolution bleue, c'est ce peintre Yves Klein, qui est niçois, qui voulait, et moi j'avais découvert ça à l'âge de 16 ans, propager le bleu Klein partout sur Terre. Et je me disais, c'est génial, mais il est mort à 34 ans, Yves Klein. Et moi, je me disais, quand je serai grand, j'aimerais bien l'aider à réaliser son rêve. Et donc, je me replonge dans les textes d'Yves Klein. Et je trouve une phrase où pour la première fois, il parle vraiment de la Révolution bleue. Il dit « Je désire prendre pour support de mon prochain tableau la surface de la France entière. Ce tableau sera intitulé La Révolution bleue. » Je dis, tiens, la France, donc on va commencer par la France. Et donc, dans mon idée, c'est que là, vous voyez l'Europe de nuit vue de l'espace, que la France soit en bleu, et c'est peut-être ce qu'on va réussir à faire avec One Home, que ça soit le truc le plus flashy. Tous les pays vont dire, mais il se passe quoi chez ces Gaulois français, là, pourquoi il y a autant de petits points bleus? Et puis, il donne cette phrase, il dit « J'ai choisi la France, non pas parce que je m'y trouve et que je suis français, mais parce que la terre française est la plus riche du monde en rayonnement spirituel, sensible, naturel. » Alors, il faut décoder le langage d'Yves Klein, mais en gros, il y a quelque chose de particulier en France, c'est qu'on a des vents porteurs. On a eu des concepts qui partent dans le monde et que je pense que le monde attend des choses de la France. On a la chance d'avoir une ancienne ministre avec nous ici et qui sait ce que c'est la force de la République, Elisabeth Moreno. Merci d'être avec nous ce soir. Je pense que la France a une voix à dire. Et donc, dans le roman, je me dis, tiens, je vais commencer la Révolution bleue par la France. Et je me dis, ça sera aussi ma manière de guérir mes peurs de 2027. Donc, il y a une présidente française qui est élue avec un programme de la Révolution bleue. Et là, je me pose une question dans l'intrigue, comment je fais venir mes héros en France? Donc, il fallait que je trouve un élément dans l'intrigue. Alors, vaguement, parce que moi, je cherche pour de vrai le manuscrit de La Petite Princesse, et j'ai mis à Olivier Daguet une piste qui pourrait être dans un coffre qui a été donné à la bibliothèque Richelieu et qui peut être ouvert qu'en 2050 à une des maîtresses d'Antoine de Saint-Exupéry. Il me dit, va pas dans cette voie parce qu'on a fait une promesse au fils de cette femme de ne pas fouiller dans les affaires. Et si tu en parles dans ton roman, tout le monde va parler de ce coffre et tout.
Donc je me dis, bon, il faudra que je trouve une autre idée pour amener les héros en France, mais j'aimais bien cette idée, mais bon, comme je respecte la famille, je mets de côté. Et je me dis, bon, il faudrait faire une déclaration des missions de l'humanité vis-à-vis de la biosphère, un peu comme il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Donc j'imagine dans le bouquin qu'il y a un débat citoyen planétaire mondial pour que tous les enfants, les peuples autochtones disent quelles peuvent être les missions d'Homo Bioceris vis-à-vis de ça. Donc il y a ce grand débat planétaire. Et je me dis, le meilleur endroit pour lire cette déclaration, c'est de le faire à l'UNESCO, parce que c'est là où toutes les maisons culturelles se font. Donc vous trouverez dans le bouquin la charte en 10 principes, la charte universelle d'Homo Bioceris, que les héros lisent dans le grand auditorium de l'UNESCO. Et au mois de mars, au moment où je relisais le bouquin, avant de le rendre définitivement à l'éditeur, là il y a quelques mois, je relis cette scène à l'UNESCO et je me dis, ah ben, c'est bizarre, dans une semaine, je donne une conf à l'UNESCO avec Mathieu Ricard, dans le cadre de l'Université de la Terre. Donc j'appelle Jacques Huybrecht qui organise l'Université de la Terre. Je lui dis, c'est dans quelle salle la conf? Il me dit, bah, c'est dans le grand auditorium. Je lui dis, écoute, on devait faire un appel aux vivants avec Mathieu Ricard. Je dis, est-ce que je peux lire pendant 5 minutes la charte d'Homo Bioceris à l'endroit où les héros le lisent, quoi? Je dis, oui, bien sûr. Et donc, vous trouverez la vidéo sur Internet. J'ai lu cette charte. Et là, je ne savais plus si j'étais dans la fiction ou la réalité. Et c'était un moment magique. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de refaire le site révolutionbleu.fr, mais je le referai ce week-end. Et je mettrai cette vidéo. Voilà. Et donc là, je me dis, je suis sur la bonne voie. Puis je cherchais aussi un truc sur l'IA, de trouver une utilisation de l'IA qui change complètement le destin de l'humanité. Donc ça, je ne vous dirai pas ce que c'est. Donc il y a des méchants qui ont une IA et les gentils ont une IA super géniale. Mais ça, je ne vous dirai pas non plus ce que c'est. Voilà. Bon, moi, depuis 25 ans, je collectionne Le Petit Prince. Je voulais remercier ma sœur parce que mon première traduction, c'était Le Petit Prince en anglais que tu avais dans ta chambre. Tu vois, donc, du coup, voilà. Et donc, j'ai près de 200 traductions, il y en a 600. Et j'ai réussi à coller les traductions dans le bouquin et de faire une énigme avec ça. Donc, voilà. Et puis, bon, pour l'instant, j'étais dans les rêves, mais j'avais beaucoup travaillé la partie consciente, mais pas tellement la partie inconsciente. Et je me dis, il faut quand même rentrer dans le dur et aller dans la partie inconsciente des rêves. Alors, la partie inconsciente, selon Jung, il y aurait un inconscient collectif, un inconscient personnel, un ego conscient, un monde physique, un monde de la psyché, et tout ça interagit. Et donc, je creuse là-dedans, et en creusant le livre rouge, je m'aperçois que dans ces rêves, il y a dans le livre rouge une espèce d'entité qui s'appelle Philémonon, qui vient enseigner à Jung tous ces concepts d'archétypes, d'inconscient collectif. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre ce truc-là, qui lui enseigne derrière. Et puis je tombe sur un article passionnant sur l'articulation entre les archétypes et les mèmes. Les mèmes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des comportements culturels qui se propagent un peu comme les gènes. Et ce que cet article montre, c'est que quand il y a un archétype, les mèmes se propagent plus vite. Et moi, je me dis, Homo Bioceris, c'est un mème. Et donc, si on veut que Homo Bioceris accélère, il faut rajouter l'archétype d'Homo Bioceris dans l'inconscient collectif. Et là, je me dis, ça y est, j'ai vraiment mon roman. Je vais faire un truc à la Inception, où ils vont hacker l'inconscient collectif de l'humanité, donc un peu à la Ocean Eleven, mais il faut trouver comment on rentre dans l'inconscient collectif de l'humanité. Donc, je me dis, OK, ça peut être bien à raconter. Et en continuant ces recherches, je tombe sur, je ne sais pas pourquoi, des gens me parlent de manuscrits qui ont été trouvés dans les années 40 à Nag Hammadi. Et à Nag Hammadi, ils ont trouvé des évangiles apocryphes, un peu comme à Qumran. Et dans ces évangiles apocryphes, ils ont trouvé les seuls exemplaires de ce qu'on appelle la gnose, qui était une voie du christianisme qui permettait d'accéder à Dieu sans l'intermédiaire du clergé. Donc ça ne plaisait pas du tout au clergé. Et donc au IVe siècle, au moment du Conseil de Nicée, ils ont enlevé ce truc-là. Et donc là, on retrouve ces textes de la gnose qui ont été publiés depuis voilà, à la Pléiade, à la NRF. Et quand les manuscrits de Nag Hammadi sont publiés, qui les achète? Jung. Et en fait, ça s'appelle le Codex Jung, et je fais des recherches, je m'aperçois qu'il manque des pages dans le Codex Jung, donc là, je me dis, tiens, là, ça fait encore un truc dans lequel je peux glisser dans mon intrigue. Donc je me dis, je vais faire entrer le Vatican dans l'intrigue, donc en plus de faire Inception, je vais faire un truc un peu à la Da Vinci Code. Donc voilà un peu comment le bouquin naît.
Mais il y avait toujours un truc, de la même manière que je m'interrogeais sur la signification du Petit Prince, je me disais, est-ce que je ne suis pas en train de dévoyer le concept de Révolution bleue de Yves Klein? Donc je me dis, qui pourrait me répondre? Sa femme. Yves Klein est mort en 62, mais sa femme, elle est encore vivante. Et moi, ça fait des années que je cherche à la rencontrer. Et par hasard, enfin, par une conjonction de hasard, j'arrive à avoir un rendez-vous avec elle en septembre de l'année dernière. Et je me dis, je lui posais des questions sur la Révolution bleue, parce qu'elle avait 20 ans quand Yves Klein avait imaginé la Révolution bleue. Donc j'avais rendez-vous avec elle aux archives Yves Klein dans le 14e, et j'arrive aux archives Yves Klein, c'était le 16 septembre, et elle n'est pas là. Donc le responsable des archives me dit, bon, il y a un petit problème, c'est qu'elle est malade, et si vous êtes d'accord, elle vous reçoit chez elle. Je lui dis, attendez, chez elle, au 14 rue Campagne Première. Je dis, ah, vous voyez, je connaissais. Je dis, mais attendez, je suis passé 50 000 fois devant cet immeuble. C'est l'immeuble où Yves Klein a inventé la Révolution bleue, et c'est là où il est mort, surtout. Donc, je me retrouve devant le 14 rue de Campagne Première 10 minutes après, et je me retrouve dans l'appartement d'Yves Klein, qui est gardé intact, et c'est là où, dans ce salon, il a inventé la Révolution bleue. Et donc, et ce salon, vous voyez, il a exactement la même forme qu'à l'époque, ça c'est Yves Klein ici. Et dans le salon, il y a cette photo que je vois depuis toujours, qui est cette photo de la Révolution bleue, où Yves Klein regarde la Terre depuis l'espace. Et j'ai jamais fait attention à ça. Je me dis, mais attends, c'est exactement la même chose que Paul Garner qui regarde la Terre depuis l'espace. En fait, lui, il regarde la Terre depuis l'espace, il y avait un signe là-dedans. Et le portrait, il était en immense dans le salon, c'était l'original. Et je dis, vous savez, c'est troublant. Et cette dame, elle a 85 ans, elle ne savait pas du tout qui j'étais, ni les projets que j'avais. J'ai dit, avec des amis, on a un projet pour montrer la Terre depuis l'espace, et j'avais amené un iPad pour lui montrer One Home. Donc je lui montre One Home, et elle me dit, ah c'est beau, Yves, il aurait adoré avoir ça, mais il est mort trop tôt. Et elle me dit, mais c'est marrant que vous montriez la Terre, parce que j'ai peint la Terre la semaine dernière à Berlin. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, j'ai fait pour la première fois, d'habitude elle peint que des galaxies, parce qu'elle est aussi peintre, retro. Et elle me dit, j'ai peint la Terre, et elle me montre sur son téléphone une photo d'une peinture qui a un monochrome noir avec un cercle bleu Klein. Et elle me dit, j'ai pas réutilisé le bleu Klein depuis 63 ans. Je dis, waouh, et le tableau, il est juste fabuleux. Je dis, mais on peut le voir. Elle me dit, il est dans un atelier à Berlin, on va peut-être faire une exposition l'année prochaine. Puis comme elle voyait que j'étais troublé, et qu'elle aussi, elle était troublée, elle me dit, mais si vous voulez, dans la pièce à côté, j'ai des comment ça s'appelle, des esquisses de ce tableau. Je dis, je veux bien voir. Et là, en plus du cercle bleu et du noir, elle a mis des étoiles partout, qui est exactement le truc qu'on fait dans le projet One Home. Et donc là, elle me dit, elle voyait que j'étais troublé, elle me dit, bah, écoutez, je vous l'offre. Donc elle m'offre le tableau, et vous voyez, des petites étoiles, c'est exactement le visuel de la Home, mais qui est aussi le visuel inversé de la couverture de la petite princesse. Bon. Et là, la discussion, elle devient stratosphérique parce que je lui dis, est-ce que vous pouvez me montrer l'endroit exactement où il est mort? C'était là dans le salon. Elle me dit, oui, il a eu la crise cardiaque ici, mais après on était dans la chambre, elle pousse le lit, elle mime ça. Elle me parle de ses dernières paroles que vous trouverez dans le bouquin, etc. Mais c'est bouleversant. Et à la fin, elle me dit, est-ce que vous avez un exemplaire de la Révolution bleue avec vous? Je dis oui. Je l'avais envoyé aux États-Unis parce qu'elle habite en Arizona, d'ailleurs pas très loin de Biosphère 2. Et elle me dit, est-ce que vous pourriez le mettre sur la table basse? Je dis oui, mais et me le dédicacer. Je dis, je vous le décris à Yves et à vous, et j'écris, on va la réussir, ta Révolution bleue, et je le pose sur la table. Et là, il se passe un truc bizarre, c'est que aujourd'hui j'ai la confirmation, le livre y est toujours, parce que cet appartement il est vide tout le temps, et j'ai eu l'impression de déposer un sachet de thé à un endroit où il diffusait, et mes rêves, c'est devenu n'importe quoi après ce truc-là. Mais vraiment, et là je me suis dit, ok, je vais utiliser un truc comme ça, et vous verrez, l'appartement d'Yves Klein joue un rôle dans le livre. Et pour justement arriver à faire naître tous les rêves de tout le monde, développer les rêves, se faire naître ce grand rêve, et de faire ce qu'on appelle le réveil d'Oneiros. Les Oneiros, c'était chez les Grecs les petites divinités des rêves, et donc c'est de réveiller les trucs qui n'osent pas rêver en nous, et là tout le monde se met à rêver pour faire un grand rêve collectif dans la Révolution bleue. Et je me dis, c'est bizarre ce truc avec Saint-Exupéry, ils sont morts, moi je capte des trucs, peut-être je m'imagine des trucs, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut communiquer ensemble par les rêves, et est-ce qu'on peut communiquer avec les morts par les rêves? J'avais cette question, et il y a une partie du scénario qui quand même repose là-dessus.
Et il y a 6 ans ou 7 ans, j'avais eu une expérience très bizarre de rêve mutuel. Une autre personne a rêvé de moi et moi j'ai rêvé d'elle. Et c'est très lié à une question d'ouverture de cœur. Et c'était ça qui m'a mis un peu sur la piste des rêves, c'est-à-dire que si les cœurs s'ouvrent, les rêves communiquent. C'est un peu bizarre, mais dans un roman, ça passe mieux, je vous rassure, quoi. Ah, ça s'est éteint. Ah, c'est revenu. Donc j'avais cette question, et qui est quand même un point important dans le scénario, et je me dis, j'ai pas la preuve qu'on peut communiquer ensemble par les rêves quand les cœurs s'ouvrent. Et je vous disais, il fallait que je finisse le bouquin le 3 janvier. Donc là, j'étais dans un marathon d'écriture. Je crois que, je ne l'ai jamais dit à l'éditeur, mais mi-décembre, je pense qu'il me manquait encore la moitié du roman à écrire. Et là, je l'écris, mais vraiment à fond. Je ne fête pas le jour de l'an. Le 2 au matin, donc je devais rendre le 3 à midi, je fais un rêve où je vois mon frère apparaître dans un rêve en me disant « Je suis désolé, je laisse tous ces trucs, ce tas de nœuds, est-ce que tu peux le dénouer ?» Et puis tu diras que je m'excuse auprès de ma femme et de mon fils. Je dis « Mais tu as fait tout ce que tu as pu avec ta femme et ton fils, et t'inquiète, je vais m'occuper du tas de nœuds. » Et là, je le vois partir comme ça, comme une étoile filante au fond du ciel. Et je me réveille à 3h du mat, je me dis complètement en nage, et je me dis, mais qu'est-ce que ça? J'ai l'impression qu'il était mort, quoi. Et la veille au soir, il m'a dit qu'il était malade, qu'il avait une grosse grippe et tout. J'ai dit, bon, c'est pas parce que je fais un bouquin sur les rêves prémonitoires que tous les rêves sont prémonitoires. Mais j'ai eu tellement peur, mais vraiment le sang glacé, que je suis pas allé me recoucher. Et j'ai encore le fichier qui est daté de 2h32 du matin, et du coup, je continue à écrire. Et j'écris, puis j'envoie à midi un message à mon frère, et sur WhatsApp, je vois que le message n'est pas reçu. Je dis, bon, il est malade, il est au fond de son lit. Puis le soir, vers 18h, toujours pas reçu le message, il n'a qu'une barre dans WhatsApp, et lui, il regarde toujours son téléphone, et j'ai un mauvais pressentiment à cause de ce rêve. J'appelle son ex-femme, et elle me dit, je lui dis, est-ce que tu peux passer chez lui? J'ai un mauvais pressentiment. Elle me dit, non, mais il ne faut pas le déranger, quand il est malade, il veut que personne le dérange. Je dis, ouais, mais c'est quand même bizarre qu'il ne réponde pas à ses messages et tout. Bon. Puis le lendemain matin, j'ai d'autres copains au téléphone qui disent « on n'arrive pas à joindre ton frère ». Je dis « ouais, je sais, essayez d'aller chez lui ». Et puis moi, je devais rendre le bouquin, je devais finir à 13h. Et je finis à 13h pile, en plus par une musique qui est assez dark, le Back in Black de Amy Winehouse, parce qu'il y a une playlist dans le bouquin. Alors je vous rassure, il y a un épilogue happy derrière ce point final. Et 13h, le téléphone sonne, police de Cannes. « Bonjour, vous êtes le frère de Frédéric Gou, oui. » Ben, j'ai le regret de vous apprendre que votre frère est mort. Donc là, je suis effondré. Et je lui dis à quelle heure il est mort, à quelle heure vous avez daté ça. Il me dit à peu près vers 2h du matin hier, pile au moment où j'ai reçu le rêve. Donc c'était à la fois le truc le plus bouleversant de ma vie, parce qu'il a fallu gérer ça avec toute la famille, mais mon frère, il m'a donné la clé des songes. C'est qu'on peut communiquer ensemble à travers les rêves, donc c'est le plus beau cadeau qu'il puisse voir. Quand il est parti, moi j'ai vu une espèce de structure bizarre, un peu comme ça. Pour ne pas l'oublier, je l'ai mis sur la couverture de la clé des songes. Donc j'avais fait un post Facebook pour demander qu'est-ce que ça représente. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore ouvert cette porte avec cette clé, mais il y a un truc bizarre qui est derrière. Donc voilà, c'était ça que je vous racontais, c'était la genèse de la clé des songes. Merci. Alors, pour finir sur une note vraiment positive, avant de faire l'expérience finale tous ensemble, comme c'est le I have a dream, je vais vous dire qu'est-ce que c'est mon rêve. C'est que tous ensemble, on réussisse la révolution bleue. Voilà, merci.